Salut, bonsoir tout le monde, bonjour peut-être si vous regardez ce replay de bon matin en mangeant des Frosties ou tout autre céréale ou tout autre type de nourriture. Je serais content, nouveau live de manière mensuelle, maintenant comme c'est le cas depuis quelques mois, parce que vous le savez, je dois assumer un travail à temps plein à côté. Aujourd'hui, il y a pas mal de sujets dont on va pouvoir discuter. On va évidemment parler de Ciao Énergie dans un second temps. Je voulais aussi parler avec vous de la vie privée des influenceurs, notamment puisque voilà, maintenant c'est un peu officiel. Seb et Lena ne sont plus ensemble. Voilà, ça a été dit au détour d'une phrase dans le documentaire de Seb, dont on parlera aussi dans ce contexte-là. Il y a plein de sujets évidemment, et la revue de presse, et on va parler aussi de la de des chips de McFly et Carlito dans les petits off en début de live. Voilà, si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas. Si vous voulez, m'envoyer des infos, me partager des trucs, me demander de traiter certains sujets et que je peux le faire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, voilà, Vincent d'internet. Je suis assez actif, là-bas, je réponds, globalement à tous les messages en vrai, et puis je partage, un peu quotidiennement ou presque des petits trucs, des petites news, voilà, globalement. Pour commencer, on va partir sur le sujet des chips de McFly et Carlito, les Brosty, parce que j'ai quelques petites informations en plus qui vont permettre de comprendre la manière dont, la marque a été conçue et surtout avec qui. Donc McFly et Carlito, ils ont lancé leur projet qui était pas vraiment un secret, hein, ils ont lancé leur marque de chips qui s'appelle Brosty. Je vais vous retrouver, tout de suite, le compte Instagram. Donc effectivement, cette marque s'appelle Brosty. C'est un jeu de mots, avec bros, frère, frangin, qui est un mot que les 2 utilisent, beaucoup, et Sty, je crois que c'est en lien avec croustille, voilà, parce que ça croustille et cetera, et donc ils ont lancé ça le 1er juin. Il y a 6 parfums, il y a nature entre guillemets, donc des chips plus classiques, il y a vinaigre, sel, il y a couscous merguez, il me semble, il y a jambon beurre, il y a une autre que j'ai oubliée, et fraise chantilly, je crois. Il y a 6 parfums. Il y a 6 parfums. Oui, barbecue, c'est ça, barbecue. Merci beaucoup, Nat, pour le rappel. Alors, moi, j'ai pas pu les goûter parce que je vous avoue que j'ai pas réussi à en trouver. Je suis allé dans le gros supermarché près de chez moi plusieurs fois dans la semaine, en essayant de naviguer un petit peu dans les rayons sans que ça paraisse obvious que je cherchais les brossis, parce qu'en plus, je cherchais aussi les Ciao Kombucha en parallèle, comme d'autres groupes de jeunes qui avançaient en meute dans les rayons, en faisant des commentaires sur Squeezie, est-ce qu'il est de gauche, est-ce qu'il est de droite, etc. Enfin bref, c'était assez marrant de se balader, je trouve, dans les supermarchés ces derniers jours, parce qu'on sentait que, voilà, il y avait des petits jeunes qui cherchaient les produits, mais qui n'assumaient pas totalement non plus d'en chercher. Et donc, j'ai pas pu les goûter, donc je vais devoir au lieu de vous faire juste un live dégustation, je vais devoir faire un live journalistique. Bon, voilà, c'est un peu moins bien, mais je vais essayer de faire au mieux. Alors, Brosty, c'est effectivement un clin d'œil à la marque Bretz, qui est très populaire sur les réseaux sociaux parce qu'elle est connue pour une gamme de parfums ultra large et assez étonnante, hein, des fois, avec qui les 2 vidéastes, ils ont tenté de collaborer sur ce projet, mais sans succès, hein. Visiblement, c'était plutôt côté Bretz qui voulait pas. Eux, c'était pas grave parce que c'était une suite logique de se lancer là-dessus. Ils font des vidéos dégustation depuis des années. Ils ont notamment de chips, et de chips Bretz, et ça colle aussi, je trouve, bien leur côté bon vivant, festif, entre potes, etc. Donc, pour moi, ça m'étonne pas qu'ils aillent vers ça. Après, voilà, faut voir comment ça va être déployé, parce que ils ont fait un long documentaire, ils expliquent leur démarche, le fait qu'ils sont allés plein de fois dans l'usine, qu'ils travaillent avec des agriculteurs en France, etc., qu'ils ont fait des chips végé, halal friendly, comme ils disent, même s'ils n'ont pas voulu mettre le tampon halal du tout sur les chips jambon beurre, parce que même s'il n'y a pas de jambon, parce que là on parle d'arômes, etc.,
bah, il y avait une espèce de dissonance cognitive qui était bizarre et puis peut-être enfin, je crois que c'est McFly qui disait dans le sens, il veut pas, créer un, pour les personnes qui, mangent halal, créer les amener vers du jambon quoi, globalement. C'est un peu ça le truc et voilà, mais effectivement, c'est une vidéo qui est ultra commerciale. Je pense qu'il relève d'une certaine transparence aussi, même si après, on peut pas dire que c'est une transparence totale puisque c'est eux qui tiennent la caméra, c'est eux qui font le montage, donc bon, voilà, on peut aussi dire que, effectivement, c'est une publicité, d'1 heure pour, asseoir la validité de leur démarche et le fait qu'ils sont, légitimes à se lancer, dedans et qu'ils ont pris, cette entreprise-là, très au sérieux. Mais moi, ce qui m'intéressait plus, c'était le contexte entrepreneurial, derrière. Parce que quand on fouille un petit peu sur les sites, les documents, d'entreprise ou sur celui de l'INPI, on apprend donc que, Brosty, ça appartient à l'entreprise Fat Bros Food. Donc encore une fois, Bros, voilà, de Fat Bros, tout ça, c'est on est vraiment sur, des termes qui sont, qui leur appartiennent depuis des années. Ça a été lancé fin 2025, justement pour la commercialisation de produits alimentaires. On y retrouve 3 actionnaires, donc Avalanche, Awake et Banger Venture, pardon. Alors Avalanche, c'est l'une des sociétés, de David. Awake, c'est celle de Raphaël et Banger Venture, c'est celle d'un certain Cyril Jacques que je vais vous montrer, tout de suite. C'est ce monsieur donc qui est présenté comme le CEO de Banger, Venture, mais c'est aussi le cofondateur du Ciao Kombucha et donc du Ciao, Energy dont je reparlerai et donc c'est aussi, l'associé de Squeezie. Alors, je vais répondre tout de suite à Maker qui dit: «Ce genre de vidéo doit-il faire apparaître la mention collaboration commerciale?» Moi, j'étais pas certain et cetera, mais une personne qui travaille dans le milieu, dans les aspects, juridiques, et cetera, qui connaît bien le sujet, m'a dit que pour elle, il doit y avoir, la mention, collaboration commerciale puisque, ils mettent en avant, leur propre, marque. J'avais fait un reel sur Instagram qui parle un petit peu de tout ça. Je parlais à une autre personne qui me disait que, selon lui, si c'est évident que la marque, c'est, la leur, si par exemple il y a le nom dans la marque et cetera et tout, c'est peut-être un peu moins nécessaire. Néanmoins, bah, là, Brosty et cetera, c'est pas forcément évident si tu tombes, là-dessus, dans des vidéos, en ligne, que c'est leur marque, quoi. Au Royaume-Uni, ils doivent mettre «My own brand». Oui, bah, peut-être qu'en France, il va y avoir une évolution, là-dessus parce que de toute façon, par rapport aux pays anglo-saxons, on est un peu «en retard» entre guillemets dans l'établissement de ces marques de créateurs de contenu, de creator brands comme ils se disent et on va revenir là-dessus avec Banger Venture parce que c'est vraiment leur cœur de métier. Mais effectivement, je pense qu'il y a un débat. Cyril Jacques, je reviens, à lui. Il a créé par le passé la marque de chocolat Carré Suisse, pour ceux qui connaissent. Moi, je connaissais pas forcément et il a fondé Banger Venture justement pour créer des marques avec des influenceurs et des célébrités. Donc sur, LinkedIn, dans un post, il disait ça. Donc il dit: «Ça fait 15 ans que je suis entrepreneur dans le retail et la grande conso. 15 ans que je vois passer des tendances plus ou moins impactantes. En 2024, j'observe aux US un nouveau phénomène. Les créateurs de contenu ne sont plus seulement des ambassadeurs, ils lancent leur propre marque en grande distribution comme Feastables pour MrBeast, Prime Hydratation par Logan Paul ou Chamberlain Coffee par Emma Chamberlain. Et ce ne sont pas des petits coups marketing, ce sont des vrais business avec de la distribution massive et nationale chez Walmart ou Target. C'est là qu'une conviction est née. La creator economy n'est pas un simple levier marketing, c'est le nouveau socle de création de marques au XXIe siècle. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est dans le milieu depuis un certain nombre d'années et il a monté cette boîte Banger Venture, donc qui se présente comme une société spécialisée en creator brands, en marque de créateurs. Ah bah oui, des anglicismes. Là, c'est LinkedIn. Je suis désolé, mais si tu mets pas d'anglicisme, ton poste n'a pas de visibilité. Et donc, il crée des marques de grande consommation, donc vraiment destinées à être distribuées dans les supermarchés. Ils sont basés à Paris et Barcelone, ce qui est logique dans le sens où il me semble que le Ciao Kombucha est fabriqué en Espagne et il rassemble donc des experts en recherche et développement produit, en branding et design, en supply, commercial GMS, donc ça je sais moins ce que c'est, trade marketing, growth et e-commerce. Voilà. Donc désolé, hein, je vous balance un petit peu
un tas d'anglicismes, mais c'est comme ça qu'ils se présentent. Et leur premier projet, c'était Ciao Kombucha, créé avec Squeezie. Dans une interview qu'il avait donnée à la Réclame, que j'ai pas forcément là, il confirmait déjà qu'il allait lancer des chips avec McFly et Carlito. Et puis, en soi, c'est normal, c'est un peu logique que McFly et Carlito bossent avec le même interlocuteur que Squeezie, parce qu'ils sont aussi chez Bum, qui est l'agence de Squeezie, qui d'ailleurs a visiblement été revendu là, ça y est, j'ai cru voir passer des documents un peu officiels qui le précisent. Tout est lié et on peut imaginer que si d'autres personnes de chez Bump veulent lancer, leurs produits, ils vont, potentiellement passer par Banger Venture au vu du succès qu'ils ont eu avec, le Ciao, Kombucha. Il a fait aussi là récemment une interview pour le site Socialrama et il dit, ceci: «Il y a beaucoup moins de cynisme vis-à-vis du consommateur que dans, les grandes marques, donc chez les créateurs de contenu. Chaque décision est prise pour la commu en premier pour faire plaisir, pour que les mecs kiffent et si derrière il y a de la thune à aller chercher, c'est tant mieux. Bien sûr, ça reste des chefs d'entreprise, il n'y a jamais une décision qui n'est prise que pour ça. Quand je vais voir Squeezie et que je lui dis que si on change notre bouchon, on peut gagner 0,2 centimes par bouteille et faire des économies, lui va toujours prendre le truc le plus beau, même si c'est plus cher, parce que les gens qui vont le poser sur leur étagère auront un plus bel objet. Alors, je ne sais pas si vous avez posé les bouteilles de Ciao Kombucha vides sur votre étagère. Bon, voilà. D'ailleurs, on n'utilise jamais le terme de consommateur ni de client. C'est toujours la commu, les fans. Il y a énormément de bienveillance dans ces réunions-là, donc les réunions qu'il fait avec les créateurs de contenu. En fait, c'est la clé du succès. Ils aiment leur commu et à la fin, ça fait de bons produits. Voilà, c'est comme ça qu'ils il présente un petit peu la démarche des créateurs de contenu. Et il faudra le suivre de près. D'ailleurs, j'ai un peu creusé aussi les autres sociétés liées à Cyril Jacques et je suis tombé sur une société qui a été créée récemment et dans laquelle il a des parts. C'est une société qui s'appelle 310 Hertz. Elle appartient à un certain Joyka qui a déposé récemment la marque Gilou via cette même société. C'est une marque de glace. Voilà. Ce qui n'est pas illogique étant donné que Joyka il a fait ses glaces en partenariat pendant un temps avec Picard. Mais il faut s'attendre potentiellement à ce qu'il y ait des glaces lancées par Joyka dans un futur plus ou moins proche. Voilà. Je reprends vos messages, hein. Est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser leur pouvoir d'influence pour créer des produits que l'on sait mauvais pour la santé? Il n'y a pas vraiment d'encadrement sur l'ouverture de marques en influenceur? Bah non, enfin, techniquement, tout le monde peut lancer un produit tant qu'il respecte un petit peu les normes sanitaires, les messages de prévention sur les canettes, etc. Tout, mais on y reviendra après pour le Ciao Énergie, parce que c'est assez important et c'est vrai que c'est assez questionnant même, je trouve, sur la signalétique qui a été utilisée, ou plutôt qui n'a pas été utilisée pour le Ciao Kombucha. C'est bien, il lance des produits différents pour se faire de l'ombre mutuellement. Bah, ils se font pas vraiment de l'ombre, ils sont pas sur les mêmes segments. McFly et Carito, ils font des chips, Squeezie, il fait des boissons, Big Flo et Oli, ils ont fait leur maté, hein, aussi, alors que tu pourrais te dire, bah, est-ce qu'il faut le faire? Je sais pas s'il y a un créateur de contenu qui va faire des pizzas, par exemple, tu vois? Je sais pas s'il y en a un autre qui va oser, essayer d'aller attaquer un petit peu ce terrain-là. Encore une fois, il faut réfléchir aussi, il faut se dire, bah, quels sont les liens un petit peu, business qu'ils peuvent avoir entre eux via Bump. Joyka, lui, il est pas chez Bump, il est toujours chez Webedia pour l'instant. Mais c'est pour ça que j'en blaguais un peu en story, mais c'est maintenant tu peux limite avoir un repas complet, apéro. Bon, voilà, c'est pas forcément toujours les produits les plus sains du monde, hein, clairement. Mais voilà. On pourrait s'attendre à des lois pour encadrer les produits dérivés des créateurs de contenu. Alors, sur les boissons énergisantes, le cadre légal, il n'est pas encore ultra bien défini, visiblement, mais encore une fois, on y reviendra après. Et oui, peut-être, mais la deuxième version de la loi influenceur, elle est, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, quoi. Voilà pour ce sujet-là. Deux petites autres infos en off. Il y a eu un passage de Karine Fernandez et Émilie Le Guignec, qui sont de l'UMIC, donc l'UMIC, la fédération, enfin l'union des métiers de l'influence et de la création de contenu, qui ont été lancés par des agences et qui se présentent un petit peu comme la fédération défendant les influenceurs, voilà, mais aussi les agences. Enfin bref, c'est une structure qui est devenue, notamment au moment des discussions sur la loi influenceur, le relais principal de discussion et d'échange avec le gouvernement. Et donc, il n'y a pas longtemps, elles ont été auditionnées au Sénat sur les zones grises de l'information.
et elles ont raconté quelque chose d'assez intéressant. Je vais vous le faire écouter, vous me dites si vous entendez assez bien. Ce sujet-là d'ingérence ou de manipulation quelconque qui passe par la manipulation d'audience, des faux comptes et d'autres systèmes, même des bots et l'intelligence artificielle, c'est un véritable sujet. C'est plutôt pour des créateurs de contenu lifestyle, dont la ligne éditoriale n'est pas l'information, qui sont ciblés par ces campagnes. Et en fait, à chaque fois, on voit qu'il y a de l'opacité pour connaître le donneur d'ordre final. Et quand on creuse, on finit par découvrir que c'est un média qui a été fondé la semaine dernière, ou que c'est une fondation européenne dont on ne connaît pas les financeurs. Et nous, c'est déjà dans nos chartes, c'est une obligation. Un des agents, le cas échéant, quand il y a un agent, de l'agence aussi, parce que souvent, ces proxys passent par des agences qui ont pignon sur rue et qui elles-mêmes ne savent pas. Il y a obligation aussi pour ces agences, en tout cas pour toute la chaîne que nous représentons au sein du secteur, il y a obligation de connaître et de creuser qui est le donneur d'ordre. À partir du moment où on vous donne des EDL politiques à diffuser à votre communauté, ou même pour n'importe quelle collaboration commerciale, de quelque nature qu'elle soit, Des EDL, éléments de langage. Voilà. c'est connaître le donneur d'ordre et qui sont les financeurs derrière. Dès lors qu'on ne connaît pas précisément et définitivement le donneur d'ordre, on n'y va pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on va le connaître, parce que souvent justement on ne le connaît pas. C'est justement parce qu'on n'arrive pas à l'obtenir qu'on doit laisser tomber le processus. Nous on remonte, on peut remonter à Viginum, on peut remonter à différentes instances, l'enquête va se lancer éventuellement, mais l'issue on l'aura dans bien trop longtemps par rapport à l'échéance politique, et de toutes les façons, puisqu'on a du mal à la connaître, c'est qu'elle n'est pas saine en premier lieu. La notion de proxy, je pense que c'est la plus dangereuse qu'on risque d'avoir pour les échéances des prochaines élections. On en a vu plusieurs sur les élections municipales déjà qui ont commencé à émerger, mais par quel biais est-ce qu'elles sont émergées? Soit parce que tout simplement en tant qu'agent elles sont tombées dans les boîtes mail de nos agences, soit parce que des créateurs nous l'ont monté, soit parce que simplement par l'énorme quantité de membres qu'on arrive à toucher, il y a forcément quelqu'un qui est capable de remonter, d'identifier un signal faible et donc ça devient une généralité. Donc en gros, pour essayer de résumer ce qu'elles expliquaient lors de l'audition au Sénat, c'est que elles observent de plus en plus, à mesure qu'on approche de l'élection présidentielle, des tentatives d'influence émanant potentiellement de l'étranger, potentiellement de pays qui auraient intérêt à impacter l'élection présidentielle, qui en fait montent des agences ou des médias un peu intermédiaires pour faire barrage. Et un petit peu comme quand on va sur Tor, etc., on met des murs qui empêchent de remonter à la source originelle et qui vont contacter des créateurs de contenu, souvent lifestyle, parce qu'ils sont peut-être un petit peu moins familiers des sujets politiques, des enjeux qu'il y a derrière, pour leur proposer des collaborations avec des éléments de langage, des sujets à aborder, etc., qui influenceraient potentiellement leur audience dans une certaine direction. Donc, je vous partage parce que ça va devenir de plus en plus prégnant, de plus en plus présent. Les campagnes de tentatives d'influence étrangère via les créateurs de contenu, c'est pas nouveau. Et la France fait pas exception. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller de près, je pense. Alors, autre petit off. Alors là, je vais pas forcément pouvoir donner de nom pour l'instant, mais comme ça, vous surveillerez un petit peu les annonces, etc. J'ai eu la confirmation par plusieurs personnes que donc il allait y avoir déjà de nouvelles agences de créateurs de contenu, mais que l'une d'entre elles allait être soutenue par un très riche homme d'affaires, voilà, et que ça serait porté par un créateur de contenu qui est très apprécié sur la plateforme et qui avait interviewé cet homme d'affaires il y a quelques années. Ce serait plutôt une agence qui sera orientée représentation, pas forcément production. Et voilà, je pense qu'on pourra en reparler plus concrètement à la rentrée. Je peux pas en dire plus pour l'instant, mais je voulais quand même vous le glisser. Un peu comme celle de Gaspard G. Peut-être, je sais pas, peut-être. On va voir en tout cas ce que ça donne et quels talents seront impliqués. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, je vais passer rapidement passer sur des, voilà, des petits articles qui pourraient vous intéresser. Je vous mettrai tous les liens dans la description du replay, hein. Je vais pas forcément copier-coller tous les liens en permanence, etc. Je vous conseille, il y a un papier du Figaro, enfin une vidéo du Figaro qui est allé faire un reportage avec les agents de la DGCCRF, donc les gens de la répression des fraudes qui sont maintenant un peu connus pour avoir name and shame certains influenceurs de contenu, notamment issus de télé-réalité. Et c'est ceux qui sont en charge de s'occuper des problèmes, je sais pas, quand il y a de la promotion je sais pas, de chirurgie esthétique, qui sont en charge de s'assurer que la transparence sur les collaborations commerciales
est bien mise en place, etc. et tout. Ils sont aussi occupés, ils sont en chat. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils sont très peu pour énormément de contenu. Par exemple, là, ils disent que voilà, en 2024, 300 influenceurs ont été contrôlés en France, mais à date, seuls 4 en sont officiellement sanctionnés, quoi. Les dossiers, tant ils sont longs et complexes à traiter, prennent généralement plusieurs années à être présentés à un juge. Donc voilà, si vous voulez en voir un petit peu plus, n'hésitez pas. Oui, la quantité de pubs sur le site est assez hallucinante. Des petites interviews, podcasts pour celles et ceux qui connaissent Amelia D. Moldenberg, qui est la présentatrice de Chicken Shop Date, qui est un format YouTube qui est ultra populaire, qui est vraiment, vraiment, je trouve, très drôle. Elle, je trouve qu'elle elle mène très très bien sa barque. Et donc, elle a donné une interview aux médias Wired. Voilà. Ça, bon, je vous apprends pas ce qui s'est passé. Moi, j'imagine que vous l'avez vu passer, mais voilà. Il y a eu de grosses polémiques autour des restaurants Milly de Michou. Voilà, et que après 8 mois d'ouverture, le Milly a suspendu son activité en avril à Paris. Officiellement, c'était pour travaux, mais en fait, il y avait plein de soucis, sur les conditions de travail, sur l'hygiène, et cetera. Il y a un employé qui disait: «Bah, j'ai essayé de prévenir Michou, mais il avait pas l'air de pouvoir, entre guillemets, y faire grand-chose». Donc je vous mettrai le lien, aussi. Un article qui en parle aussi un petit peu côté, du Parisien. Voilà, le défi risqué de la fast-food pour les influenceurs. Alors c'est marrant parce que je crois me souvenir qu'il y a quelques mois encore, il y avait des articles en mode genre: «Waouh, le succès des fast-food d'influenceurs, ne voilà, ne dé mmh, ça continue à bien marcher». Parce qu'en vrai, il y a des exemples de trucs qui marchent, bien. Les burgers, Black and White Burger de Ibra TV, à ma connaissance, ils ont ouvert plein de restaurants et ça a l'air de très, très bien, marcher, quoi. Ceux de Valouz, il y a eu des soucis, mais qui sont plus liés à ma connaissance à des soucis business entre les partenaires. Où Valouz, il a pris la parole en affirmant qu'il s'était fait arnaquer. Et voilà, puis il y a aussi des trucs de prix, etc. Enfin, de manière générale, la restauration, c'est un milieu ultra complexe, hein. Entre avoir les locaux, payer le loyer, faire de la bouffe qui se veut accessible, mais en même temps, quali. Avoir le bon entourage parce que forcément, tu un influenceur, tu veux lancer un business et ben, il y a plein de requins qui vont s'approcher de toi, et qui vont pas forcément avoir de bonnes intentions. Tu vas peut-être des fois choisir, des entreprises comme Taster qui te permettent de faire des dark kitchen en fait. Et effectivement, c'est vrai qu'avec le recul aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a l'air plus simple de faire des chips, quoi. Parce que là, en plus, bon, effectivement, tu dois gérer des employés, mais qui sont souvent dans des entreprises, dans des usines qui travaillent pour plein, de marques différentes, hein. Des fois, c'est pas étonnant de voir des marques de produits d'influenceurs qui sont du repackaging d'autres produits qui existent, déjà, par ailleurs avec des goûts différents et tout. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, voilà, le business du fast-food, ça a pas l'air, du fast-food ou en tout cas, de la restauration, on va dire de manière générale, ça a pas l'air, facile, quoi. Petit papier du Guardian aussi où l'ancienne boss de BBC News dit: «Il faut réagir, que les médias doivent réagir à la menace des créateurs de contenu, journalistes parce qu'il y a une mise en concurrence». On en a déjà parlé plein de fois ensemble. Il y a un gros sujet, là-dessus, à mon sens parce que, en gros, comme maintenant il faut des figures incarnantes, et ben, les gens vont plus se diriger vers des créateurs de contenu que vers des médias qui restent un petit peu trop encore en retrait, vis-à-vis de l'incarnation sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un débat, qui continue, moi, je trouve ça assez intéressant de suivre ça, de voir comment ça évolue, mais dans les médias, ça évolue, hein. Déjà, hein, TF1, ils ont acheté un format à Gaspard G, Hugo Décrypte, il a son format de documentaire reportage sur, France 2 ou France 5, je sais plus. Je crois que c'est France 5. Enfin bref, voilà, il y a un peu tout ça. Un portrait, une discussion, avec, Dave, Jorgensen. Je sais pas si vous êtes sur TikTok, si vous suiviez le Washington Post, mais c'était le gars qui justement incarnait les contenus du Washington Post sur TikTok. Et il a décidé de partir et le constat qu'il fait, c'est que mon audience me fait davantage confiance depuis que je suis indépendant. C'est-à-dire que voilà,
ça illustre bien l'espèce de méfiance globale qu'il y a vis-à-vis des médias traditionnels et que lui, il a gagné en audience et en confiance de la part de son public à partir du moment où il est devenu indépendant et créateur de contenu, quoi. Ça, sujet intéressant, parce qu'en fait, moi, depuis des années, je suis étonné qu'il n'y ait pas de portrait un peu long, fouillé, un peu enquête sur Hugo Décrypte et comment fonctionne son média. Parce qu'il faut savoir, c'est que Hugo Décrypte, il veut pas, il veut pas que les médias s'intéressent de trop près à son média. Ça veut pas dire qu'il cache quelque chose, mais il reste très discret là-dessus. Et globalement, ses employés, ils ont rarement le droit de s'exprimer dans la presse, etc. Et il y a ce papier de challenge du journaliste Adrien Schweiter qui est assez intéressant pour deux trucs. Alors, je vais vous citer les passages parce que voilà, c'est assez, voilà, c'est assez, assez marrant. Là, ils disent que Challenge a récupéré la grille des tarifs que Hugo Décrypte leur propose pour une exposition dans l'un de ses supports, donc aux marques. Du média spécialisé sur l'insertion professionnelle Elan, lancé en 2024, au vaisseau amiral des actus du jour. Voilà, donc c'est à la fois pour Elan et pour la page principale. Si l'intégration dans un poste d'Elan est affichée à 7 000 € hors taxe, les formats sponsoring de 60 secondes dans les actus du jour coûtent la bagatelle de 85 € hors taxe pour 1000 impressions. C'est-à-dire qu'ils vont toucher 85 € dès que la vidéo fait 1000 vues. Donc vous pouvez aller voir les actus du jour, voir le nombre de vues que ça fait. Ça peut vite chiffrer, quoi. Voilà. En comparaison, les publicités sur YouTube sont vendues 10 fois moins cher. Si le contenu est visionné 500 000 fois, l'opération rapportera 42 500 €. C'est énorme. Je trouve que c'est énorme. Voilà. Hugo Décrypte a très peu de coûts de structure, il vend très cher. Cela me paraît très crédible qu'il atteigne aujourd'hui entre 2 et 4 millions d'euros de bénéfices par an, selon un professionnel du secteur. Et il y a un autre passage. Un autre passage, il faut que je vous lise parce que c'est un de ses employés qui dit il connaît les prénoms de tous les salariés. Voilà, il reste accessible, quoi. Enfin, je trouve la citation, elle est folle, en fait. La citation est folle parce que ça sous-entendrait que Hugo Décrypte, il est un peu déconnecté, etc. Après, dans l'article, ils disent aussi que voilà, il y a certains qui sont partis un peu lassés des promesses non tenues de création d'une structure visant à partager les profits avec les collaborateurs. Il y a certains qui sont un peu blasés. Ils sont une quarantaine hein, aujourd'hui. Voilà, connaître 40 prénoms, ça me semble pas délirant non plus, quoi. C'est comme un prof qui connaîtrait tous les noms de ses élèves dans une classe surchargée, quoi. Voilà. Oui, c'est pour souligner le fait qu'il est impliqué, etc. et tout. Juste la citation m'a fait rire, quoi. Voilà, ce papier, pour le coup, je l'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, si vous avez eu l'occasion de le lire en détail, n'hésitez pas. Ça, bon là, voilà, Vulture, ils mettent des pop-up comme ça et tout, c'est super chiant. Mais c'est un papier sur l'industrie du clipping et en gros, comment, que ce soit la musique, le cinéma, ils s'en emparent et que tout est ultra calculé et qu'aujourd'hui, bah, c'est le clipping qui fait le succès, quoi. C'est-à-dire que c'est plus que le contenu et c'est comme les podcasts. En fait, les gens, ils vont regarder les clips, ils vont pas regarder le podcast. Donc voilà, ça revient un petit peu là-dessus et je trouve ça assez intéressant. Je voulais aussi vous parler voilà, petite news, les youtubeurs d'extrême droite Papacito et Georges Mataran ont été condamnés pour avoir ciblé une journaliste de Mediapart. Et le tribunal judiciaire de Paris les a reconnus coupables d'injures publiques. Voilà. Écartant l'excuse de l'humour et la liberté d'expression. Donc, petite news au passage. Il y a cette interview de Léna Mafouf dans Madame Figaro, longue interview qui était accompagnée d'une une, il me semble. Donc, c'était vraiment un truc dealer, etc. Enfin bref. Quelques passages intéressants, notamment quand elle dit, la journaliste lui demande si vous aimeriez réaliser un film. Et elle dit, j'envisage plutôt de faire du documentaire que de la fiction, partager des parcours de vie, des voyages. C'est une façon de poursuivre les conversations engagées dans mon podcast. Raconter des histoires, c'est vraiment ce qui m'anime. Ces derniers temps, je pense beaucoup à l'exil forcé qu'ont connu mes parents. Surtout cette année, car je vais avoir 28 ans, l'âge auquel mes parents ont dû quitter l'Algérie. C'était en 1995 à cause du terrorisme. Cela résonne en moi. Peut-être qu'un jour, je m'en saisirai. Ouais, peut-être un documentaire un jour de Lena Situation sur
l'histoire de ses parents, de ce qui s'est passé en Algérie au milieu des années 90, etc. Peut-être, peut-être. Et il y a aussi un autre passage qui était intéressant. La journaliste dit: «Vous incarnez une forme d'entrepreneuriat féminin décomplexé et inspirant. Comment conciliez-vous ambition, authenticité et vulnérabilité dans votre image publique?» Donc là, Léna dit: «Je ne fais pas des réunions marketing et stratégiques pour définir mon image publique. Tout se fait naturellement. Ça fait 10 ans que je suis sur internet. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à bloguer. Ma communauté m'a suivi au cours des différents chapitres de ma vie. Les gens m'ont vu pleurer en culotte dans le salon de ma mère parce que j'étais en pleine rupture. Ils m'ont vu grandir, évoluer.» Voilà, elle dit: «Voilà, je suis aussi assez fière de ce que j'ai construit sans venir du milieu de l'entrepreneuriat. J'essaye de montrer que, contrairement à ce qu'on nous fait croire, quand on est une jeune femme, ce n'est pas si compliqué d'être indépendante financièrement.» Alors bon, là, la citation est un peu prête à discussion, on va dire. Je pense que ça a été formulé d'une manière qui reflète pas totalement la pensée de Léna, mais la situation telle qu'elle, effectivement, évoque, Miel Sapin le dit très bien, un truc de biais du survivant et je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'est un peu contradictoire avec le discours qu'elle peut avoir, par bribes dans son second livre. C'est-à-dire que c'était plutôt le discours qu'elle tenait dans le premier livre, que derrière, elle a compris que c'était un discours qui pouvait pas se tenir, parce que, ben, on vient pas tous, avec les mêmes privilèges, parce qu'on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie, parce que, selon qu'on soit une femme, qu'on soit une personne racisée, et cetera, il y a plein de portes qui restent, fermées et donc c'est pour ça que je suis étonné de la voir, dire ça, même si, j'imagine que, elle nuancerait un peu plus si on l'interpellerait un peu plus en longueur, là-dessus, quoi. Voilà. Il y a eu un papier de l'AFP, donc là, qui est repris par, TV5 Monde sur, voilà, les créateurs de contenu se préparent à la présidentielle. Ça fait un petit passage en revue, des, Sam Zira, des, Hugo Décrypte, des Gaspard G, des formats, des choses qu'ils mettent, en place et il y avait une phrase d'une source qui dit: «L'entourage d'un candidat à la présidentielle affirme avoir récemment été approché par une influenceuse voulant les aider.» Il dit à l'AFP: «Aujourd'hui, un soutien comme ça, c'est plus important qu'un député. Les créateurs de contenu et nouveaux médias vont faire partie de notre stratégie à la hauteur d'un média comme TF1.» Voilà. Juste pour dire, voilà, faut se préparer bien. Ça va être la Creator Economy Election en 2027, avec du clipping dans tous les sens, avec des créateurs de contenu qui sont de plus en plus pressés par leur communauté pour se prononcer ou en tout cas parler un petit peu plus. J'ai oublié de la citer, mais il y a la grande bavardeuse qui parle aussi. Je crois que son nom c'est Anna Baldi d'ailleurs. Voilà un petit peu, je crois, pour ma revue de presse, tout simplement. On va passer au premier sujet. Je vais commencer par parler un petit peu du film 30. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez regardé. C'est un documentaire que Seb, le youtubeur Seb, a publié. C'est un documentaire qui a été énormément diffusé en salle grâce au partenariat entre YouTube et MK2. Il a même été projeté à Cannes, donc il a eu énormément de visibilité. Il a été invité chez Quotidien. Enfin bref, il y a eu un suivi médiatique assez poussé. C'est un film où il raconte son passage à la trentaine, ce que ça provoque comme appréhension et remise en question, comme bilan de vie chez lui. Et pour son introspection, il décide de partir en Polynésie française pour vivre chez l'habitant, voir des baleines, pêcher comme il le faisait quand il était petit avec son grand-père. C'est un film aussi où il apprend le décès de son oncle avec qui il était proche, où il questionne son hygiène de vie, ce qu'il a accompli, ce qu'il reste à accomplir ou pas, sur son absence aussi auprès de sa famille qu'il ne voit, qu'une fois, par an et c'est un film alors, moi de mon côté, c'est un film que je trouve qui avait des très belles images. Il y a des bonnes idées visuelles, il y a eu des passages touchants, mais on sent que derrière la société, Olibrius, c'est une société de prod qui est à la fois, qui est un modèle où ils travaillent beaucoup pour des marques et aussi, pour leur propre production, hein, voilà et qui, commence à bien se développer. Je crois qu'ils sont une quinzaine maintenant, d'employés et c'est marrant que tu dis ça, Chef Lynn, mais effectivement, ce résumé pourrait être celui du film de Natou, parce que Natou aussi, elle est un peu plus âgée, mais Natou aussi est allée voir des baleines avec des amis à elle dans un documentaire qui est assez touchant à certains endroits, je trouve. Voilà, donc je disais que pour moi, effectivement, ce documentaire, il y a des belles images,
des bonnes idées visuelles, quelques passages un peu touchants, mais c'est à peu près tout, je trouve. Et j'ai vu que ça avait touché beaucoup de gens qui avaient grandi avec lui, et je peux comprendre, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui critiquent sa posture très privilégiée, voire dénoncent une forme d'ego trip un peu déconnectée. Seb, il avait affirmé, il répondait à un tweet de Adam Bros à ce moment-là. Il dit: «En vrai, je comprends carrément leurs doutes vu qu'il y a qu'une affiche chez ma grosse tête, mais hâte qu'ils voient que c'est juste un film de rencontre, de réflexion sur la famille et le temps qui passe. Je me sers de moi pour traiter de façon universelle ces sujets et pousser à la réflexion de chacun. Et c'est à peine si j'évoque que je suis youtubeur, donc bon, j'espère que ça parlera à des gens. Après, à minima, c'est aussi un docu de voyage comme j'ai pu le faire, donc c'est hybride. Et surtout, c'est sur YouTube juste après, donc c'est uniquement pour ceux qui veulent vivre l'expérience sociale, on force personne.» Voilà, parce qu'il y avait déjà des critiques au moment de l'annonce. Moi, j'avais vu ça, je me dis: «Ah, je suis curieux», parce que ça, il avait publié avant la sortie du documentaire. Mais bon, voilà. Moi, pour ma part, j'ai eu du mal à trouver dans le documentaire cette universalité-là où on aurait tous des réflexions qui se provoquent en nous, etc. Moi, je suis trentenaire, je vais avoir 35 ans en septembre, donc j'ai passé la trentaine, j'ai passé ce moment-là et tout, mais je peux pas dire non plus que je me suis forcément reconnu dans le Seb qui passe en 30 ans. Je suis pas allé en Polynésie, non, pas du tout. Ça a été le passage à la trentaine a été très particulier pour moi pour plein de raisons. Mais effectivement, non, je suis pas allé en Polynésie française essayer de voir des baleines. J'avais pas l'argent pour. Voilà. Parce que en vrai, Seb, il a pas le même parcours que tout le monde. Et notamment que les gens de son âge. Il a explosé très très jeune sur Internet. Il a grandi dans un cadre qui est assez privilégié. Et donc, il n'a pas connu forcément les mêmes difficultés, les mêmes questionnements, les mêmes enjeux que d'autres jeunes de son âge. Il y a d'autres jeunes de son âge qui sont privilégiés comme lui, hein. Mais il y a une forme, là encore, hein, comme pour Léna, une forme de biais de surveillant qui impacte forcément son discours à partir du moment où la caméra se centre sur lui. Et même s'il fait de son mieux, ça se voit pour être sincère, il tente de bien valoriser la culture locale et les gens qui la perpétuent, mais encore une fois, c'est lui le personnage principal et je trouve qu'on a du mal à éviter l'approche un petit peu stéréotypée du voyage introspectif d'un homme occidental qui va chercher des réponses dans un monde différent du sien, censé être plus simple. Et là, je mets plein de guillemets, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Je vois que vous avez des avis là-dessus assez prononcés, mais voilà, moi, à titre personnel, j'ai pas été touché comme d'autres ont pu l'être. Je parlais de documentaire parce que c'était quand même un gros événement sur la plateforme, mais si je l'aborde avec vous, c'est parce qu'il y a un passage en particulier qui a retenu vraiment l'attention de beaucoup de monde. Je vais essayer d'avoir le bon passage, c'était à la fin du documentaire. On va juste écouter ce qu'il dit. C'est bête, mais le simple fait de changer les murs autour de moi, je pense que ça change quelque chose à l'intérieur aussi. Chez Avis, Oh nous non! pensons que vos vacances d'été Oh non! devraient être le moment le plus relaxant de toute Oh votre non, la année. pub, elle a C'est tout pourquoi nous cassé. proposons une couverture Oh là là. Avant mes 30 ans, j'ai aussi vécu une rupture amoureuse. Ça fait partie de la vie. Et j'ai appris aussi autrement à laisser partir quelqu'un. Voilà. C'est ce petit passage-là, ces quelques petites phrases qui ont marqué beaucoup de gens parce qu'en fait, il disait, c'était la première fois qu'il l'annonçait, mais alors qu'ils ont rompu il y a plusieurs mois de ça, à ma connaissance, c'est la première fois qu'il disait qu'il n'était plus donc avec Léna. Léna, ils étaient ensemble depuis au moins 6 ans, je crois. Et donc, c'était annoncé comme ça au détour d'une petite phrase, assez discrètement, mais au moins pour le dire et pour le relier un petit peu plus largement à son passage à la trentaine. Kaizen, les gens se sont beaucoup plus identifiés, oui, potentiellement, oui, surtout dans les conséquences que ça a eu derrière, parce que ça a motivé plein de jeunes à faire de la randonnée. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour Inoxtag. Alors, je vais recommander une vidéo d'Inoxtag. Elle n'est pas parfaite, mais il a sorti une vidéo où il va faire de la randonnée avec son chien. Bon, et potentiellement un caméraman aussi en plus, hein, mais avec son chien, il fait de la randonnée en Suisse. Il va à un endroit où je suis allé en plus, donc voilà. Et en fait, il a essayé de faire une vidéo comme les vidéos très chill de mecs qui randonnent, qui cuisinent dans la nature, etc. et tout. Non, a priori, pas de Sherpa. Et j'ai trouvé la vidéo plutôt sympa, plutôt chouette, pas parfaite, encore une fois. Il y a la présence de sponsors, North Face et un truc de tente, de toit de voiture. Mais
C'est un rythme posé, calme, il y a de belles images, vraiment. C'est sur sa chaîne secondaire, il me semble. Donc, petite reco. Je pensais pas forcément recommander une vidéo d'Inoxtag comme ça parce que je pensais pas qu'il allait essayer ce genre de format. En plus, c'est un peu marrant parce qu'il a un appareil argentique maintenant, il essaie de prendre des photos et c'est un peu mignon ce qu'il dit sur le fait qu'il essaye de se former à la photo argentique pour bien comprendre la lumière, le cadrage, l'obturation, etc. pour peut-être faire des films derrière parce qu'il aime beaucoup le grain qu'il y a sur ce type de photos. Voilà, petite reco au passage. Euh, je reviens au documentaire de Seb. Donc, effectivement, il a annoncé discrètement sa rupture avec Lena Situation. Et juste quelques mots, mais sur Internet, c'est déjà énorme parce que la rumeur, elle faisait que gonfler depuis plusieurs mois avec énormément de débats sur le voyeurisme que ça engendrait. Certains, ils lançaient des appels à laisser tranquille, à respecter leur vie privée. D'autres, au contraire, guettaient le moindre indice confirmant ou infirmant la rumeur, le moindre élément permettant de comprendre qui a quitté l'autre et surtout pourquoi. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, ah, il a une follow, ah, elle n'a pas liké ou elle n'a pas partagé son projet musical, etc. et tout, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie d'essayer de poser une question ce soir. Et j'avais envie de demander, est-ce qu'on a le droit de discuter de la vie privée des influenceurs? Alors, on va le faire là, mais j'y ai pas mal réfléchi. Et pour moi, il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs cas de figure. Parce que vous en doutez, évidemment, c'est pas aussi facile qu'un oui ou qu'un non. C'est souvent plus gris et nuancé que ça. Alors, quand on parle de la vie privée des célébrités avec d'autres gens ou sur les réseaux sociaux, il y a un peu deux attitudes. Il y a une espèce soit de rejet total de ces sujets, mais qui cache parfois la curiosité en privé. Et il y a sinon, de l'autre côté, une passion un petit peu voyeuriste. Et de mon côté, en fait, j'ai beaucoup suivi ce qui s'est passé pour Lena et Seb, et je peux pas nier que la rupture d'un couple aussi puissant, important sur Internet, et ben, je peux pas nier que ça m'intéresse pas, quoi. Enfin, évidemment que ça m'intéresse assez vite. Pourtant, je me suis demandé si c'est un sujet que j'avais le droit d'aborder dans le cadre de mon travail, que ça soit dans des articles, sur Instagram ou ici en live. Parce que je pense qu'il faut rappeler un petit peu comment on a découvert que Lena et Seb, ils étaient ensemble. Au début, ils ont été outés en fait par le compte Gossip YouTube qui avait décidé de publier l'information. Donc, ils ont été forcés à sortir au grand jour. Alors, on peut se dire qu'ils auraient fini par annoncer leur couple à un moment parce que deux figures ultra connues, mais on a pu aussi voir à l'époque, évidemment, beaucoup de critiques légitimes contre le compte Gossip YouTube, car on est évidemment tous d'accord pour dire que la vie privée d'influenceurs, comme du commun des mortels que nous sommes, fait partie d'une espèce de socle commun des valeurs à respecter pour fonctionner en société. Et c'est pour ça que la presse people, elle est régulièrement critiquée, voire attaquée en justice pour des intrusions dans la vie privée de stars. On se rappelle notamment de l'annonce de la grossesse d'Adèle Exarchopoulos, qui, en plus d'être ultra intrusif, était en réalité fausse. Et combien d'influenceuses ont reçu en DM ou un commentaire leur demandant si elles étaient enceintes à cause d'une photo postée ou un changement dans leur style de vie. Alors, il faut rappeler que la vie privée, quand elle est déballée sur la place publique par des tiers extérieurs, comme par les premiers concernés, ça peut aussi entraîner du cyberharcèlement. Et c'est encore plus vrai pour les influenceurs, car certains abonnés, du fait de leur relation parasociale avec leur créateur préféré, ils se sentent investis d'un droit à donner leur avis, à prendre parti pour l'un, à dénigrer, voire insulter ou menacer l'autre. Et ce sont souvent les femmes qui en sont le plus victimes. Je pense évidemment à la séparation entre Michou et Elsa Bois, où Elsa Bois avait pris énormément de critiques, d'insultes, etc. Et d'autres gens avaient critiqué Michou pour ne pas avoir été trop vocal pour appeler au calme, entre guillemets, et à ne pas insulter Elsa. Donc clairement, dans un monde normal, quand il y a une telle annonce qui est faite, bah, chacun est censé respecter leur vie privée et ne pas chercher à en savoir plus, et encore moins à harceler. Néanmoins, on peut se pencher sur la vie des influenceurs à certaines conditions, à mon avis. Il y a évidemment les cas d'affaires de violence conjugale, intrafamiliale au sein du couple ou à l'encontre des enfants. Je pense par exemple aux dénonciations qui ont été faites de la part de la streameuse Elidia contre Fugu, qui est un autre streamer. Je pense aussi, alors là, ça remonte à fin 2021, mais je pense évidemment à Mavachou, qui a malheureusement, et là, petit trigger warning, hein, je mentionne un suicide, mais
qui a mis fin à ses jours en 2021, a dénoncé depuis des mois le harcèlement subi par son ancien mari, le père de ses enfants et également créateur de contenu. La communauté de ce dernier participait à ce harcèlement, essentiellement lié à des conflits familiaux, notamment les enfants, etc. Elle avait déposé plusieurs plaintes et la dernière de ces plaintes, pour provocation au suicide et harcèlement moral, elle a été déposée le jour même de sa mort. L'ex-mari de Mavachou et sa nouvelle compagne, ils ont réfuté ces accusations, disaient eux-mêmes avoir été harcelés, mais il y a eu une instruction judiciaire qui a été lancée. J'ai pas forcément de nouvelles par rapport à ça, mais voilà, ce drame, il s'est vraiment déroulé sous nos yeux, et que ce soit la justice ou les médias ou même nous collectivement, en tant que spectateur, il y a eu un échec, très clairement. On aurait dû collectivement parler de ça, le couvrir médiatiquement, faire des appels, je sais pas, au calme, etc. Enfin, il y a vraiment, vraiment eu quelque chose d'horrible qui s'est passé autour de la figure de Mavachou. Voilà. Et ça, je voulais insister là-dessus. Évidemment, voilà, donc il y a Poupy Poups. Salut Poupy Poups. Poupée Nkeza a aussi subi les conséquences de l'exposition de sa famille et pourtant, elle continue puissance 10 000. Ouais, non, mais Poupée Kenza aussi, c'est un cas d'école. C'est clairement un cas d'école. Il y a les exemples, ça manque pas non plus dans le milieu de la télé-réalité, évidemment. Il y a eu début avril, j'ai vu que c'était le cas, j'avais un peu moins suivi dernièrement, mais j'ai vu que donc, le candidat de télé-réalité Julien Berth, il a été condamné en appel pour violence conjugale sur son ex-compagne Ilona Goss. Et elle avait dénoncé son ancien compagnon en 2023 et elle avait accusé donc de violence conjugale. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 sous bracelet électronique. Voilà, donc vous aviez peut-être entendu parler de ça. Ben, là, voilà, il y a la confirmation de sa condamnation il y a quelques mois. Je vous encourage évidemment aussi à vous renseigner sur les cas d'Ilan Castronovo, où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Et on a aussi réentendu parler récemment des accusations contre Adé Laurent, qui est un ancien candidat de télé-réalité qui est devenu acteur dans des films pour adultes. Et depuis 2 ans, il y a une jeune Française qui l'accuse de l'avoir violée il y a 8 ans en Australie. Et là, il y a une juge d'instruction qui donc a décidé de se pencher sur le dossier. Et je vous invite vraiment à lire les articles sur lui, parce qu'il a une excellente image auprès de pas mal de jeunes, notamment de jeunes qui penchent vers des discours masculinistes. Il traîne beaucoup avec. Enfin, il a fait des vidéos, des trucs avec Sam Zira qui sont appréciés par pas mal de monde. Et puis, évidemment, il a beaucoup de critiques et de dénonciations sur ces discours misogynes et sexistes. Et donc, il y a cette plainte qu'il faudra suivre de près. Voilà. Oui, 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 c'est ce que je disais. Il y a les lives avec Sam Zira, etc. Enfin, c'est assez questionnant. Sam Zira, qui est en plus une figure qui fait que grandir et qui pousse vachement sa présence dans les médias via son agent. Enfin, la personne qui est en charge de ses relations presse, elle contacte énormément la presse pour mettre en avant Sam Zira dans les médias. Sam Zira qui est représenté par l'agence du Crayon. Si vous voyez beaucoup Sam Zira dans les médias, c'est aussi parce qu'il y a un vrai effort, et j'ai rarement vu ça chez les créateurs de contenu, d'avoir une chargée de relations presse qui pousse autant un profil auprès des médias. Donc, en tout cas, je pense qu'on est d'accord pour dire que dans ces cas-là, la vie privée, en tout cas les agissements de ces influenceurs dans la vie privée, doivent être traités et racontés. Il y a une condition aussi qui mérite, selon moi, que l'on parle de la vie privée des influenceurs. Alors, vous serez peut-être pas forcément d'accord, et encore une fois, ma pensée là-dessus, elle est en construction, hein. Ça évolue, je suis pas arrêté sur des avis, des sujets, etc. Parce qu'on entre en fait dans une zone un peu plus opaque. Mais je parle des influenceurs dont la vie privée fait partie intégrante du contenu de ces mêmes influenceurs. Que la vie privée, ça devient un élément professionnel. Je parle pas seulement des personnes qui se filment chez elles, racontent leur journée. Non, je parle des créateurs de contenu qui mettent en scène leur histoire avec leurs compagnons, avec leurs proches ou leurs enfants, et en tirent une source de revenus directe ou indirecte. Je pense typiquement aux parents de Neo et Swan. On parlait, il y a Poppy Poops qui parlait de Poupette Kenza. Ça, c'est un autre très bon exemple qui amène à beaucoup, beaucoup de débats. Et je pense que commenter la vie privée, entre guillemets, de Poupette Kenza
vie privée qu'elle met elle-même sur les réseaux, avec en plus les histoires qui relèvent un peu plus du fait divers qu'il y a eu derrière, avec la prison, etc. Enfin bref, c'est un feuilleton qui est terrible à suivre, sincèrement, mais voilà, je pense qu'il faut le suivre, pouvoir en parler. Euh, donc ça, assez important, je trouve. Je pense aussi, là, sur des exemples un peu moins graves, Heu, oui, il y a aussi, Je ne suis pas jolie et effectivement, elle est extrêmement, commentée sur les réseaux. Il y avait des époques au début des années 2020 où sur Twitter, les sujets les plus discutés, il y avait Mavachou et il y avait, Je ne suis pas jolie, enfin l'abréviation et cetera qui était souvent en tendance parce elles étaient énormément commentées, voire critiquées et je pense que, voilà, par exemple, le couple Mijirachi, David Lafarge Pokémon, leur couple, c'est un élément central de leur succès, puisqu'ils faisaient presque tout ensemble. D'ailleurs, après leur rupture, et ben, leur visibilité respective, elle a quand même beaucoup chuté, même s'ils ont eu, et notamment David Lafarge Pokémon, il a eu des soucis assez divers et variés. Jacqueline qui dit il y a aussi une nuance à apporter entre les adultes consentants qui mettent leur vie privée en scène et des enfants qui n'ont rien demandé. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que je parlais aussi de Neo et Swan tout de suite. C'est que de base, même si ils ont toujours défendu leurs parents et dit non, non, nous on est d'accord, etc. et tout, effectivement, c'est un enjeu de ouf. Et maintenant, on a déjà des premiers retours d'enfants, on va dire des mommy blogs, ou ces blogs qui émergeaient sur Internet, où des femmes, des mères racontaient leur vie privée, donc la vie des enfants. Il y a plein d'enfants aujourd'hui qui ont grandi, qui sont adultes aujourd'hui, qui en veulent à leurs parents pour ça. Et il y a un vrai débat, beaucoup aux États-Unis là-dessus, sur bah, les enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent réclamer à leurs parents, est-ce qu'ils peuvent porter plainte, demander un droit à l'oubli, etc. Donc ouais, ça c'est des gros sujets, je suis totalement d'accord. Et je pense, dans ce contexte-là, que Lena et Seb, eh ben, sans être aussi liés dans leur activité sur Internet que Poupette Kenza et son compagnon, etc., eh ben, ils rentrent aussi dans ce cas de figure. Il suffit de regarder tout ce qu'ils ont fait ensemble. Ils ont fait l'ascension pardon, du Kilimandjaro sponsorisé par Adidas, où bah, le fait de le faire à deux, c'était une partie intégrante du storytelling. Il y a eu un nombre incalculable de vlogs, notamment au mois d'août, où Seb, bah, il devient un personnage central. D'ailleurs, si on regarde les vidéos les plus vues de la chaîne de Lena Situation, il y a beaucoup de vidéos où Seb est dans le titre ou la miniature. Voilà, donc la vidéo de Kilimandjaro, voilà, on voit Seb. Il y a aussi la vidéo Je refais l'appart de mon copain avec Seb. Il y a On refait notre premier encart, etc. Il y a pas mal de vidéos. Voilà, mon très long déménagement, il apparaît aussi. Enfin bref, la présence de Seb dans l'écosystème de Lena Situation, au même titre que Marcus et Solène, c'est comme tu dis, Fatine, il y a l'effet personnage et Seb est devenu un personnage à part entière de l'entreprise de la situation, on va dire. Euh, et puis il y a eu la mise en avant aussi de leurs projets respectifs, ce qui est normal pour un couple. Ah, je regarderai ça. Merci, Miss May, pour le conseil de livre. Il y a la mise en avant de leurs projets respectifs, c'est-à-dire que ça rajoute forcément une teinte un peu business quand Seb partage des choses sur l'hôtel Mafouf ou que Léna relaie le documentaire de Seb et Sofiane pour Canal+. Mais du coup, Seb est un personnage de la chaîne de Léna, mais pas l'inverse, si. Alors, l'inverse, c'est pas vraiment vrai, mais j'ai quand même un bon exemple, une interview qui est restée un peu légendaire pour moi. C'est l'interview qu'ils ont fait pour JQ. Ils avaient fait la une de JQ. Et c'était une interview croisée de Léna et Sébastien avec un shooting réalisé par Alice Moitié et une interview réalisée par Loïc Prigent, qui est un ami proche de Léna Situation. Et donc en fait, ils ont parlé de leur fame à tous les deux et vous voyez à l'image, ils ont fait plein de photos ensemble et où en gros, ils en rigolent un petit peu sur le côté où il y a Loïc Prigent qui les compare à Marilyn et Joe DiMaggio, etc. Donc bon, il y a quand même un truc qui est assez central. Bah, un ami proche, Loïc Prigent, oui, il se considère vraiment comme un ami de Lena Situation. Il est invité à ses anniversaires, etc. et tout, quoi. Donc, ah oui, oui, non, mais moi, cette interview,
c'est resté un cas d'école. Après, ils disent des trucs intéressants, voilà, où ils se rappellent que quand ils rappellent bien que France Inter, maintenant, ils sont très contents de les recevoir en interview, alors que quand leur couple a leaké France Inter, il y avait je crois, une chronique où ils s'étaient foutus un peu de leur gueule en mode genre, mais qu'est-ce que ça nous intéresse, etc., quoi. Donc voilà. Donc pour moi, en fait, leur couple et leur couple, il peut être commenté. Cette interview, elle peut être commentée. Parce qu'il y a eu une volonté de mise en scène de, de, leur, euh, de leur relation, tout simplement. Et de la même façon, on aurait le droit de s'intéresser aussi au rôle professionnel qu'ont Marcus et Solène dans l'univers de Lena, où ils sont à la fois amis, co-créateurs de contenu, et puis un peu employés aussi, quoi. Donc ça, c'est des choses, je trouve que voilà, peuvent être intéressantes à creuser. Et donc je pense que parler de la rupture de Lena et Seb, qui sont quand même, je le rappelle, selon JQ, le couple le plus influent d'internet, et ben, ça a du sens. Évidemment en respectant leur vie privée, en n'allant pas chercher les raisons et cetera, tant qu'eux, ne décident pas d'en parler et voilà et puis on espère évidemment que c'est des raisons, qui n'amènent pas, hem, à des choses, problématiques et que c'est une «rupture» entre guillemets qui s'est fait de la manière la plus saine, possible, même si c'est pas toujours, facile. Mais, voilà quoi. Effectivement, derrière Théonyme, tu fais bien de le dire, mais derrière, il y a eu beaucoup de critiques contre Léna. Encore une fois, hein, comme pour Elsa Bois et Michou, bah, c'est malheureusement très régulièrement la femme qui se fait cyberharceler derrière. Et Léna, ça arrive très régulièrement, quoi. Euh, alors évidemment, on ne s'intéresse pas à ce qui ne nous regarde pas, hein, en tout cas à ce que les créateurs de contenu veulent préserver. Voilà, Seb en a parlé dans son documentaire. Léna a adressé dans son podcast le fait qu'elle avait vu ce qu'on disait sur elle, mais elle n'en a pas forcément parlé, en tout cas pour l'instant. Mais on ne peut pas non plus oublier que l'intimité est un ressort central chez beaucoup d'influenceurs. Parfois même, c'est un peu la clé de voûte de leur écosystème, de leur business. Et c'est ce qui va pousser en partie ou totalement les internautes à les suivre, à s'attacher à eux, à les soutenir, à développer un sentiment parasocial, on y revient encore une fois, et à leur verser de l'argent en achetant des produits qu'ils recommandent ou des produits qu'ils ont eux-mêmes créés. Et donc c'est normal, pour prendre du recul, pour garder un regard critique, je trouve, positif ou non, de décortiquer ces mécanismes, cette mise en scène volontaire et involontaire des relations amoureuses et amicales qu'ils nous proposent au quotidien, quoi. Et d'ailleurs, c'est le sujet que je rêve vraiment de faire un jour, mais que j'avais déjà commencé en plus à faire des interviews, mais je veux trop faire un truc fouillé sur les amitiés et les relations amoureuses entre créateurs de contenu, parce que c'est des situations où le pro et le personnel ils peuvent se mélanger et créer des situations ultra complexes. Un des meilleurs exemples, c'est Squeezie Cyprien. C'est ultra intéressant, mais j'ai l'impression que ça restera toujours l'un des plus gros mystères de l'internet français, quoi. Autre exemple intéressant d'Hippopy Poops, le couple Squeezie ex Chloé Gervais, qu'ils ne médiatisent pas, à ma connaissance, pas du tout. Mais quand tu vois ce que se prend Chloé en l'absence totale de prise de position de son mec en public pour la défendre, ça devient un sujet. Alors, dans mes souvenirs, Squeezie, il avait parlé une fois en disant les harceleurs, etc. et tout. Mais effectivement, comme ils ne se montent pas ensemble officiellement, même si des fois, tu vois, Chloé, elle va voir pour montrer son maquillage un peu marrant à Lucas Auchard, elle va le voir, t'entends sa voix, tu reconnais, enfin tout le monde maintenant le sait. Squeezie, il y a même une blague sur Chloé qui est passée dans une de ses dernières vidéos avec les containers. Hem et et voilà. Donc effectivement, oui, c'est vrai qu'en n'assumant pas totalement, tu peux plus difficilement t'engager publiquement pour défendre ton partenaire ou ta partenaire, quoi. Je pense que c'est un peu plus compliqué et en même temps, bah, on se dit, bah, il devrait y avoir, une prise de position, de gros créateurs quand il s'agit de défendre des personnes qui sont victimes de cyberharcèlement, quoi. J'en ai pas parlé forcément, mais Thibaut InShape et Juju Fitcat, c'est aussi un autre exemple ultra intéressant parce que ils sont à la fois collègues, ils sont à la fois mariés. Juju Fitcat, elle est cyberharcelée, lui, il peut l'être aussi.
Et c'est déjà arrivé qu'ils prennent la parole l'un sur l'autre pour se défendre, etc., quoi. Et voilà, je voulais juste aborder un petit peu ce sujet-là parce que je me disais, mais comment on peut parler de ça ou pas, etc. Et en fait, je pense qu'on peut, on peut en parler à partir du moment où c'est fait avec les bons garde-fous, quoi. Et qu'on garde toujours au cœur du sujet la préservation de la vie privée de ces personnalités-là, dans le sens où bah, il y a des choses dont ils ne veulent pas parler publiquement. Le but, c'est pas de chercher à aller trouver des informations, etc. Le but, c'est d'en parler naturellement avec ce qui est disponible, et notamment pour rappeler qu'il y a beaucoup de cyberharcèlement qui peut être créé à cause de ça, quoi. Je vais passer au sujet suivant, le deuxième sujet de la soirée, avant de remballer. Mais avant ça, je vais juste boire une petite gorgée pour... voilà. Hop là. Ah, zéro bullshit. Ah, j'ai une patate. J'ai une patate, j'ai envie de couper des rondins de bois à main nue. Voilà. Ouf. Ah, mais préparez-vous, hein. Je vais être speed. Déjà, je parle vite. Là, je vais tac, 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 tac. Non, mais alors, on va parler évidemment du Ciao Energy, parce que c'est quand même le gros sujet de cette semaine. Ça fait parler beaucoup de monde. J'en ai trouvé en magasin assez facilement, hein. On n'est pas du tout sur les problèmes d'approvisionnement qu'il y avait pour le Ciao Kombucha. Effectivement, je fais une énorme erreur en buvant maintenant. C'est pour ça que je ne vais pas le boire en entier, évidemment, parce que les boissons énergisantes, c'est recommandé de ne pas en boire après 13 heures, parce que derrière, la caféine, pour l'éliminer, ça prend énormément de temps. J'ai vu une vidéo intéressante là-dessus. Évidemment, c'est pas une collaboration commerciale. J'ai acheté ça moi-même à des fins professionnelles. D'ailleurs, la vendeuse, la caissière, qui avait vu passer beaucoup de jeunes en acheter, elle m'a dit, mais c'est bon ça? Je fais, je sais pas, on va voir, mais j'achète ça pour le travail. Elle m'a évidemment pas cru, mais c'est vraiment le cas. Je vais être honnête, je ne consomme pas du tout de boissons énergisantes de base. C'est évidemment des boissons qui sont pas saines pour la santé, hein, ça je vous apprends rien. Voilà, c'est Violette Diète, dont j'ai vu la vidéo que j'aime bien suivre. Notes de frais à qui? J'ai pas de société. Vous voulez que je fasse des notes de frais à qui, en fait? Je vais être honnête, hein, j'ai goûté d'autres canettes et j'ai acheté différents parfums et tout. Et honnêtement, moi, c'est pas du tout pour moi. Je trouve ça pas bon. Je trouve ça a un goût de médicament. Voilà. Après, voilà, je bois pas de café non plus. Moi, je suis pas du tout dans ce délire-là. J'en reparlerai après, mais pour moi, en fait, plutôt que de trouver la boisson énergisante, je pense qu'on devrait se questionner un petit peu plus sur pourquoi on a besoin de tout ça, quoi. Ça peut être pour un article du Monde, on ne sait pas. Oui, c'est vrai. Mais vous savez que le lundi matin, déjà, on a un canal où on parle des influenceurs au monde avec d'autres personnes que ça intéresse à là-bas. Déjà, les rumeurs, etc. et tout, je les avais partagées et le lundi matin, je dis, faut faire une vidéo sur Ciao Energy. Est-ce que c'est vraiment une boisson parfaite? Ça n'a pas été fait pour différentes raisons, etc. Mais j'aurais kiffé la faire. Mais on va reparler parce qu'il y a des contenus qui ont été faits là-dessus. Bref, on revient sur l'alimentaire avec la sortie donc de la boisson de Squeezie, mais aussi Lena Situation et Inoxtag. C'est la boisson qui s'appelle Ciao Energy. Ça fait énormément parler. J'ai acheté plusieurs des goûts. Je crois que j'ai goûté 4-5 goûts. Et hier, j'avais goûté pour le coup. J'ai bu toute la canette hier midi. C'est goût pêche blanche. J'ai ressenti honnêtement aucun coup de boost après. Alors, je crois que selon les personnes et tout, ça fait pas forcément toujours effet. Mais j'ai pas trouvé ça particulièrement bon à boire. Mais il y a tellement de choses à raconter sur les canettes, ce qu'on y lit, etc. On va en parler. Je sais pas si certains parmi vous ont pu y goûter ou quoi, mais n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. On va évidemment en parler en détail parce que Squeezie, Inox et Lena, ils l'ont présenté comme la boisson parfaite. Et là, vraiment, je cite un petit peu les éléments marketing. Une boisson parfaite avec zéro bullshit. C'est marqué sur les canettes. Donc, je voulais forcément en savoir un petit peu plus et comprendre un petit peu plus les enjeux qu'il y a derrière le produit. Donc ça a commencé avec un leak. Donc fin mai, il y a une jeune femme et son compagnon qui ont découvert dans un Monoprix de Montpellier des canettes appelées Ciao Energy. Et avec des petites recherches, ils ont compris que c'était effectivement la même boîte que Ciao Kombucha derrière et que donc c'était bien
une boisson de Squeezie. Sauf que visiblement, le Monoprix les a mis en rayon trop tôt. Et voilà, ça a fait leaker la boisson alors que c'était prévu pour le 1er janvier. Et puis, il y a eu cette annonce officielle, une publicité que je trouve un peu longue, mais qu'on va regarder en entier. Vous me direz s'il y a des choses que vous remarquez ou pas. Putain, là. C'est ça qu'on peut les taper ça, c'est bon? Ouais, je crois. On l'a fait, Putain, ils l'ont fait. Mec, ils l'ont fait. Vraiment? Mais oui. Alors, je vous baisse un peu la musique, bon, voilà. Il y a un petit oiseau, hop là, petit message. Putain, elle est là. Mec, elle est là. Après, il y a Non, des mises en situation que j'ai pas compris, quoi. Elle est là, putain. C'est une dinguerie. Ok. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Voilà, ils l'ont fait. Bordel de merde. Un match de foot. Ils l'ont fait. Attention, il se prépare. Mais c'est marrant parce qu'en fait. Attends, petite pause, mais sur les maillots de foot, il y a déjà marqué Chao Energy. Et quelqu'un vient de dire ils l'ont fait. Mais ils le savent qu'ils l'ont fait puisqu'ils ont des maillots de Chao Energy, je crois. Ou alors j'ai bugué. Ils sont quoi? Oui. Je crois qu'ils l'ont fait. Ah, je trouve que la pub elle est giga longue. On l'a fait. L'énergie drink parfaite existe enfin. Voilà, l'énergie drink parfaite existe enfin. Voilà, donc ça c'est un truc important à retenir. Ciao énergie. Voilà, on va revenir sur les caractéristiques. Alors, c'est de la frappe ou pas? Non, il y avait un petit mot à côté du Chao. Faudrait que je Vas-y, regarde. arrête. Sérieux. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux, c'est délicieux. On a bien bossé, on a bien bossé. C'est délicieux. Merci, t'as stressé, t'as quand même stressé. Il a stressé, je te jure, il a stressé. On a bien bossé, le con, mais il stresse. On n'a pas fait tout. Voilà. Donc, il y a Squeezie qui annonce l'énergie drink parfaite existe enfin. Chao Energy, la nouvelle gamme des boissons de Chao. Par rapport aux énergies drink traditionnelles, c'est 2,7 fois moins de sucre, des arômes naturels, de la caféine naturelle, des extraits secs de graines de guarana, des extraits de stevia. On a imaginé et réalisé ça ensemble avec Inoxtag et Lina Mafouf. C'est embouteillé en France et vendu à 1,49 €, prix public conseillé. Les magasins sont libres de fixer leur prix. Dispo dès maintenant en magasin. Il y a 6 goûts et ils sont délicieux. Voilà. Donc effectivement, Chao Energy, c'est une gamme de 6 boissons énergisantes qui promet zéro bullshit. Et évidemment, avec Squeezie, Lena et Inoxtag en porte-étendard, c'est sûr que le produit va se vendre, hein. Je pense qu'il se vend déjà très bien. Ça rappelle la marque Prime, qui avait été lancée par Logan Paul et Kaisai, et que Amine avait mis en avant en France via un partenariat, il me semble. Alors évidemment, la pub, elle dit rien ou presque, donc on va aller sur le site pour en apprendre plus, tout simplement. Voilà, là j'arrive sur le site de Chao Energy. Et donc le site en fait permet de regarder en détail la canette. Sur la canette même, on voit donc moins de sucre. Voilà, donc il barre le 11 grammes de sucre. Ils disent on garde 4 grammes de sucre de canne, ça contribue au coup de boost. Voilà, j'avance. Donc il parle d'arômes naturels, donc en opposition aux arômes artificiels. Nos goûts sont élaborés à partir de mélanges d'arômes naturels. Caféine issue de grains de café, contrairement à la caféine artificielle. Pourquoi la fabriquer artificiellement quand on peut l'extraire de grains de café? La stevia, voilà, notre unique édulcorant naturel extrait d'une plante, glycoside de stéviol issu de stevia. Et il y a marqué embouteillé en France, et voilà, il y a marqué zéro bullshit aussi sur la canette. Voilà, on continue, là c'est beau. Voilà, et puis il y a une foire aux questions, donc ils disent qu'est-ce qui distingue Chao Energy des autres boissons? Le choix est une recette à teneur réduite en sucre. Voilà, c'est un peu ce qu'il disait aussi. Est-ce que c'est une boisson pétillante? Oui, c'est une boisson pétillante. Quelle est la teneur en sucre et en calories de Chao Energy? La Chao Energy contient 4 grammes de sucre et 17 calories pour 100 ml. Alors, là, il y a déjà un petit truc qu'il faut rappeler. Donc, c'est pour 100 ml. La canette, elle fait 250 ml. Donc, en fait, une canette de Chao Energy
contient 10 grammes de sucre, ce qui est, je crois, déjà énorme par rapport aux recommandations de l'OMS sur l'apport quotidien de sucre. Il parle aussi de vitamines, voilà, pour réduire la fatigue. Est-ce qu'il y a des colorants artificiels? Ne faut pas utiliser de colorants artificiels dans le Chao Énergie. Est-ce qu'il y a de la taurine? Non, il n'y a pas de taurine. La taurine est un ingrédient typique des boissons énergisantes traditionnelles, notamment dans le Red Bull. Là, ils ne le disent pas, mais qui n'apporte pas d'énergie en elle-même. Avec Chao Énergie, on est parti sur des sources végétales de caféine. Et on a préféré garder une recette simple sans ajouter d'ingrédients qu'on ne jugeait pas indispensables. Est-ce que ça peut être consommé par tout le monde? Donc là, voilà, ils disent que c'est déconseillé la consommation aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes. Où est embouteillé Chao Énergie? Chao Énergie est embouteillé en France avec des standards de qualité européens. Alors moi, ça m'a un peu étonné parce que sur la canette, il y a effectivement marqué embouteillé en France. Et c'est pas une mention que je trouve souvent sur des produits, notamment des boissons. Surtout qu'en plus, ça sous-entend potentiellement que c'est pas fabriqué en France. Donc je suis un peu, voilà, c'est un peu un truc d'interrogation que j'ai par rapport à ça. Et je me demandais si c'était nécessaire de le préciser parce que c'est quand même sur les canettes. Et est-ce que c'est vraiment un argument en faveur de la boisson, quoi? Alors moi, j'étais assez étonné par plusieurs choses. Bon, déjà, il n'y a pas le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est pas obligatoire pour les marques de le mettre, mais ça m'a étonné aussi de pas le voir, notamment après qu'il y ait eu le Chao Kombucha, qui est une boisson plutôt propre par rapport à une boisson énergisante. Mais voilà, il y a des médias qui ont fait le calcul et on est plutôt sur un Nutri-Score de D pour le Chao Énergie, ce qui est évidemment une mauvaise note pour le coup. Ensuite, je suis étonné de voir aucune mention sanitaire du type manger-bouger. Je ne sais pas si vous voyez ces mentions qui apparaissent souvent en bas de l'écran, qui apparaissent sur les pubs Red Bull, hein, d'ailleurs. Voilà, pour votre santé, manger 5 fruits et légumes, enfin voilà, tout un tas de mentions qui sont assez encadrées par la loi. Et là, que ça soit sur les pubs qui ont été faites, la vidéo qu'on vient de regarder, que ça soit sur le site, etc. Et tout, c'est pas indiqué sur la canette. Il y a écrit en tout petit à un endroit au niveau des ingrédients. Attends, non, c'était où? J'arrive même plus à le retrouver. Voilà. Je crois que c'est là. Non, attends, c'est où? Il me semblait qu'ils avaient mis un petit truc, mais à consommer dans le cadre d'une alimentation variée, équilibrée et d'un mode de vie sain. Voilà. Ils le disent vraiment en tout petit, voilà. Mais c'est la seule mention que j'ai trouvée au-delà de la mention légale pour les enfants et les femmes enceintes. Je crois que les mentions ne sont pas obligatoires sur les réseaux. Même Red Bull les a pas sur Insta. Ok, d'accord. Mais tu vois, par exemple, par contre, quand... tu vois, exemple bête, mais je regardais Roland Garros tout à l'heure, donc sur Internet, et ben il y a eu une pub Red Bull qui mettait cette mention-là, même si je suis d'accord que c'est une pub qui est peut-être pensée pour la télé, mais je m'interroge quand même un petit peu sur peut-être il y a un besoin d'updater un petit peu la loi vis-à-vis de ça, notamment parce qu'on est quand même sur un produit qui va être dont les publicités, les mises en avant vont être vues par des personnes très jeunes. Il y a des pays en Europe qui interdisent la vente de boissons aux moins de 15 ans, je crois. Donc en tout cas à des très jeunes, ou qui interdisent de les mettre en avant auprès de jeunes, notamment voilà, les jeunes qui sont au début de leur dizaine. Donc je trouve que voilà, il y a quand même un sujet, quoi. Il y a aussi donc d'autres choses à noter, c'est que derrière, il y a eu beaucoup de réactions. Les premières choses qu'on a vues, c'était plutôt des tests, en fait. C'était des tests. Bon là, les vidéos ne se chargent pas bien, mais il y a eu énormément évidemment de TikTok, notamment de créateurs de contenu comme Anime, etc., qui ont testé les canettes, mais qui ont testé les canettes pour le goût. En fait, c'est-à-dire qu'ils ne testaient pas pour, je sais pas, est-ce que ça donne de l'énergie, est-ce que ça donne un coup de boost, comme c'est vendu par le marketing. Non, c'était centré vraiment sur les goûts. Ça, j'aime ce goût-là, ça, j'aime pas ce goût-là et tout. C'était vraiment centré là-dessus. Et donc ça, c'était déjà un premier truc. Et puis, il y a eu aussi, dans la foulée, une vidéo très intéressante d'Inoxtag sur la fabrication de ces boissons. Donc, d'après la vidéo, que ce soit lui, Lena ou Inox, ou Squeezie, pardon, tous les trois avaient envie de faire une boisson énergisante et ont logiquement décidé d'unir leurs forces. C'est un peu le storytelling qui est vendu dans la vidéo d'Inoxtag, dont je vais vous montrer un extrait juste après. Et je voyais quelqu'un sur Instagram qui notait que Lena Situation, dans ses vlogs d'août l'année dernière,
mentionnait déjà le fait qu'il faudrait une alternative aux boissons énergisantes, etc. et tout. Le projet était peut-être déjà lancé, ou peut-être qu'elle-même en parlait déjà. En tout cas, visiblement, selon Squeezie dans la vidéo, elle avait déjà un peu en tête une envie de faire une boisson de ce type-là. Ils ont donc travaillé avec Cyril Jacques, dont je vous parlais tout à l'heure, et son entreprise Banger Venture. On le voit à l'image dans le documentaire plusieurs fois. Et on les voit en réunion, on les voit regarder et réagir à des présentations sur les produits utilisés. Et on le voit tester des goûts, réfléchir à la pub, etc. Et je voulais vous montrer 2 extraits pour comprendre un petit peu mieux leur démarche. C'est que y a un creux sur l'énergie clean. T'as beaucoup de sucre, genre 11 grammes de sucre pour 100 ml dans Red Bull. Ouais. Donc c'est plus qu'un coca en gros. C'est beaucoup. On voit en plein tout comme ça. C'est colossal. À quel point vous diriez que c'est le sucre qui fait que t'as une énergie de ouf et pas la moitié. Et Donc faire une boisson énergisante sans sucre, c'est pas une boisson énergisante. Eh ben c'est plus dur. Ouais. T'as quand même la caféine. Mais on va y arriver. On va y arriver les gars. C'est pour ça que ça n'existe pas. Si c'était facile à faire. En alternative clean, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous? C'est doser avec du vrai sucre, mais par exemple un bon sucre plutôt de canne et très faiblement, peut-être 2 grammes ou pas. Sucre de canne, c'est du sucre naturel. C'est un peu plus cher que le sucre de betterave, c'est juste que voilà, c'est un peu plus cher et du coup les industriels, eux, ils partent sur le parti glucose, fructose. Moi, typiquement, j'ai visité, je connais la personne qui a inventé les. En fait, dans ces grosses boîtes, souvent il y a des gens qui ont peut-être pas une vision ultra moderne de ce que c'est que les goûts de demain en fait. Là, on est presque sur de l'artistique. Ouais. Les vitamines. Non, la personne qui parle principalement, c'est pas Cyril Jacques, c'est un de ses associés. Alors, j'ai pas pu déterminer avec exactitude son nom. Je vais être très honnête avec vous. J'ai essayé de faire des recherches d'images inversées. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui bosse avec lui chez Banger Venture, mais je peux pas l'affirmer à 100%. Cyril Jacques, on le voit en arrière-plan à côté de Théodore Bonnet, qui est donc un ami proche de Squeezie et son réalisateur. Est-ce que ça c'est en mode washing ou est-ce qu'il y a un réel intérêt? Ou est-ce que c'est juste pour pouvoir mettre vitamine? En fait, ça dépend de ta recette et de la montée que tu veux aussi en énergie. On est allé en gros Voilà, donc ça c'est le premier extrait que je voulais vous montrer où vraiment on voit les réunions de réflexion avec les personnes de Banger Venture sur les aspects nutritionnels, etc., sucre, pas sucre, et où les personnes de Banger Venture venaient déjà avec des suggestions d'alternatives, donc en disant le sucre de canne, c'est mieux que le sucre, on va dire, de betterave, etc. Il y a un autre extrait que je voulais vous montrer. Et moi, en fait, ça m'a pris de... Après, souvent, j'ai des troubles obsessionnels où je découvre un truc et je suis passionné et je suis surinvesti dans le truc. On va en parler. J'ai ça avec le milieu de la boisson et particulièrement le kombucha. Puis aussi de faire passer les messages, tu vois, dont on se parle. Bah ouais. En fait, avant, j'étais trop pas éduqué sur le sujet. En fait, je savais que le sucre fallait éviter. Mais voilà quoi. Et alors qu'en fait, il y a beaucoup d'autres sujets d'un point de vue santé que juste la simple présence ou non de sucre. Ou d'édulcorant ou non, tu vois. Donc en fait, c'est aussi intéressant d'essayer un peu de faire passer des messages, tu vois, via l'influence qu'on a. Moi aussi, j'aime beaucoup les energy drinks et je trouve qu'il y a soit l'energy drink avec une tonne de sucre qu'on connaît, soit la version avec 0 sucre, mais 2-3 édulcorants. Et puis sans parler de tous les autres ingrédients qui sont dans une version bien industrielle. Mais c'est dur. Les arômes, c'est pas des arômes naturels, la plupart du temps, les colorants non plus, qui sont pas forcément connus des gens, y compris de moi-même avant de lancer Cherry Kombucha, mais qui sont importants, tu vois. Et là, je t'ai fait rentrer dans la matrice de ça et ça rend fou. Ah bah ouais, non, mais c'est Donc vous voyez Squeezie comment il en parle, il en a aussi parlé en live, il a dit un truc assez intéressant pour expliquer sa démarche et sa logique derrière. On comprend totalement de gens qui se disaient mais pourquoi t'as lancé un kombucha en mode boisson un peu alternative ici, etc. pour au final faire une vilaine energy drink. Mais la réalité c'est que moi je le vois pas comme ça, je vois plutôt le truc comme il y a plein de gens qui sont réfractaires au kombucha parce qu'il y a un petit goût amer acidulé alors que putain pourtant le nôtre il est vraiment genre accessible par rapport au kombucha plus traditionnel. D'ailleurs on va en sortir un plus traditionnel, je vais en sortir un de puriste que vous le preniez pleine tête et que vous captiez c'est quoi la vraie puissance du kombucha, le vrai de vrai. Mais bref, il y a plein de gens qui n'ont pas réussi à se décaler leur habitude sur ça et en regardant un peu ce qui se buvait beaucoup, dont bon le soda, toutes les recettes ont été faites, il y a pas grand chose à amener au milieu du soda ou je veux dire à faire un truc healthy, tu vois. Alors que dans l'energy drink, en vrai, il y avait pas la vision qu'on a nous de l'energy drink, il y avait pas d'énormes marques qui avaient cette même vision qui est de ni saturer en sucre ni saturer en édulcorant et que tous les autres ingrédients qui soient dans la boisson soient la version naturelle et quali de chaque ingrédient. Tu vois, tu utilises des arômes naturels, pas des arômes synthétiques, tu utilises de la caféine extraite naturellement, pas la caféine synthétique. Alors peut-être ça peut paraître comme des détails, mais je me disais putain mais il y a pas cette version, même le sucre, tu vois. Le sucre qui est en vrai dans une
energy drink, pour moi, qu'il y en ait un peu, c'est ok, dans le sens où c'est ce qui va te donner le gros du coup de boost. Le sucre, c'est genre les plus gros pics de boost, tu vois. C'est le sucre, par contre, le sucre, ça crache très vite. Là où la caféine, ça dure plus longtemps, tu vois. Et d'autres boissons mettent même de la taurine dans le but d'aplatir la courbe de la caféine. Si tu veux qu'elle monte moins vite, qu'elle dure plus longtemps en haut et qu'elle s'aplatisse moins vite derrière. Nous, on a plus le choix de pas mettre de taurine. Et donc, je me suis dit, c'est quand même intéressant qu'on sorte ce qui peut être la porte d'entrée aux boissons Chao. Là où le kombucha n'est pas la porte de fin, d'ailleurs, il y aura une dernière gamme qui sortira sur Chao. Tu peux rentrer par cette energy drink qui, pour moi, est la version la plus clean qui existe des energy drinks. Si jamais t'es vraiment un mort dans l'energy drink et que t'arrives pas à arrêter, tu te décales ensuite sur le kombucha et tu te décales ensuite sur une dernière gamme qui arrivera. Et là, on aura fait notre rôle. Les trois gammes s'adressant pas vraiment aux mêmes gens et ayant chacune leur propre identité, leur propre marketing, leur propre délire. Je trouvais ça vachement intéressant de faire ça, tu vois. J'ai vu des retours. Vous comprenez un peu plus sa logique. Alors, le Chao Kombucha, les kombucha, c'est plutôt pas mauvais, c'est pas idéal, c'est pas meilleur, ce sera jamais meilleur que de l'eau, hein. Mais globalement, le Chao Kombucha, d'un point de vue nutritionnel et tout, c'est ok. Et il dit bien qu'il y aura autre chose qui sortira plus tard aussi. Donc là, ce qu'il dit, il veut qu'en gros, les fans d'energy drink passent par le Chao Energy pour les amener ensuite vers le Chao Kombucha. Mais après, moi, je me suis dit, mais on peut aussi légitimement se demander s'il va pas donner envie et créer à des gens qui consommaient pas d'énergie drink, il va créer des consommateurs d'énergie drink qui n'en buvaient pas jusque-là, mais qui vont en boire parce que c'est la boisson de Squeezie, Lena et Inoxtag. Ça aussi, je trouve que c'est un vrai sujet, c'est une interrogation que j'ai, parce que, voilà, moi c'est con, mais là c'est un peu pour le boulot, mais aussi par curiosité, mais j'ai acheté des énergie drinks alors que j'en ai jamais bu de ma vie, ou alors des fois en soirée parce qu'on me servait un mélange horrible avec de l'alcool. Vraiment, je ne recommande jamais ça et tout. Et j'ai dû faire ça 2 fois dans ma vie et plus jamais, quoi. Bref. Donc ça aussi, c'est une vraie interrogation. Et Squeezie, vous parlez de comment ces boissons-là bousculent un petit peu le milieu le marché de la boisson. Et ben, il a aussi dit ça. Squeezie, depuis quelques temps déjà, il dit oui, les industriels de la boisson, ils nous en veulent, on prend des coups de pression, etc. Il a déjà dit ça une fois. Il en a reparlé là aussi en live. Donc, de base, tu triches quand tu prends une energy drink. Mais on s'est dit, vas-y, quitte à tricher, autant que tu triches avec un truc qui est quand même genre le moins hard possible pour ta santé. Qu'est-ce qui est le moins hard possible pour ta santé en termes d'énergie drink? Je peux pas vous dire que la vérité absolue, c'est que c'est Chao Energy plus qu'un autre. Je vous dis, il y a full loi, c'est ultra réglementé, ultra tenu par plein de gens. Bref, je peux rien dire de concret, mais je peux vous dire que moi, je suis convaincu par ce qu'on a sorti. À vous de faire vos recherches, checker, lisez, avancer. Mais je peux pas trop parler en étant sûr. Et c'est pas que des lois, c'est des coups de pression bizarres aussi. Voilà. Je vous le dis, les gars. Là, l'energy drink, là, il va m'arriver un truc un jour. Je vous le dis, il va m'arriver un truc. Bref. Voilà, donc c'est assez fou ce qu'il dit, mais il a déjà évoqué les pressions du milieu. Et surtout, il nous conseille de lire, de nous renseigner sur le sujet de l'aspect nutritionnel. Alors, on va faire ça. Je m'y connais pas assez, moi, à titre personnel, pour donner mon avis définitif là-dessus, même si je vous ai donné mon avis sur la boisson en général, le goût, etc., et ses effets, et en tout cas, ces non-effets que j'ai ressentis en le buvant. Mais vous doutez bien que le discours n'est pas tout à fait le même que celui des pubs et des vidéos promotionnelles dans les retours un petit peu plus analytiques qu'il y a eu sur la boisson. Je vais commencer avec ce post de Tataki, qui est un média que j'aime beaucoup, qui est fait par la RTS, donc la radio-télévision suisse. Je suis pas fan de tout chez eux, mais globalement, je trouve qu'ils sont quand même très en phase avec ce qui se passe sur Internet, chez les jeunes, etc. Et ils sont assez rapides pour le traiter, et plutôt souvent bien le traiter. Il y a donc voilà des petites explications, etc. Et ils ont parlé donc à Lucrezia Bordi, qui est nutritionniste agréée à Genève. Elle dit 10 grammes de sucre, c'est environ 2 morceaux et demi de sucre. Ce n'est pas énorme ponctuellement, mais ça représente déjà 40% de l'objectif idéal de l'OMS, qui recommande de rester autour de 25 grammes de sucre libre par jour et par adulte. Donc déjà, voilà, 4 grammes de sucre pour 100 millilitres, donc 10 grammes pour 250 millilitres. En comparaison, donc effectivement, ça reste raisonnable en termes de matière de sucre, parce que chez Red Bull, on est sur 25 grammes. Donc voilà, il parlait de Chao Kombucha, et il ne faut oublier que les énergies drinks contiennent de la caféine.
Et elle dit, donc toujours cette nutritionniste, le risque, surtout chez les jeunes, c'est de banaliser une consommation régulière de caféine. Or, la caféine n'est pas anodine, elle peut impacter le sommeil, augmenter l'anxiété, favoriser les palpitations et gêner la récupération, surtout lorsqu'elle est consommée l'après-midi ou en fin de journée. Donc voilà, des trucs qu'il ne faut pas consommer après midi, 13h, etc. Et il y a un peu des fois la mauvaise conception de se dire que voilà une boisson énergisante, on va la consommer avant le sport, pendant le sport ou juste après. Au contraire, c'est pas du tout le type de boisson qu'il faut consommer. Voilà, donc le point fort de la boisson, c'est le marketing, etc. Et là, donc toujours cette nutritionniste a dit « Je vois Ciao Energy comme une alternative de transition pour quelqu'un qui consomme déjà des energy drinks classiques, mais pas comme une boisson que je recommanderais spontanément. Il faut faire attention à l'image très naturelle du produit, ça reste une boisson stimulante. Le sucre de canne reste du sucre et la caféine reste de la caféine, même quand elle vient du café ou du guarana. » Et donc là, c'est assez intéressant et c'est assez marrant parce que je l'avais partagé en story, mais Inoxtag a partagé cette slide en story. Et en fait, je vois ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire que il dit, regardez, il y a une nutritionniste qui dit que c'est une boisson alternative de transition, mais elle se dit aussi qu'elle recommande pas spontanément le produit du tout, et que voilà, il faut faire très attention à l'image naturelle de la boisson. Donc c'était un peu ambigu de la part de Inoxtag, je trouve, de partager ce discours-là précisément, quoi. Il y a aussi eu une vidéo de Libération qui a été faite assez rapidement, et c'est à partir du moment où j'ai vu la vidéo de Libération, je me suis dit bon, au monde, tant pis, je vais pas insister, cette vidéo elle a été faite assez vite et tout, et voilà. Elle est intéressante parce qu'elle a fait intervenir une autre personne qui est présentée donc comme nutritionniste, mais il y a certaines choses qui ont fait réagir, et on va la regarder. Inoxtag et Lena Situation essayent-ils de cacher les effets néfastes sur la santé de leur nouvelle boisson énergisante? On s'est dit, vas-y, on fait la boisson la meilleure pour la santé possible, la plus healthy. Alors que les 3 créateurs de contenu commercialisent depuis ce 1er juin une nouvelle boisson énergisante prétendument bonne pour la santé, des internautes critiquent une promesse marketing. Oui, c'est à destination des consommateurs existants, évidemment, mais on peut pas non plus nier que potentiellement ça va créer aussi de nouveaux consommateurs. Voilà, ça, après on peut pas le calculer forcément et tout, mais je trouve que c'est une question qui se pose. Trompeuse. Pour vérifier ça, je suis allé acheter des canettes de Ciao Energy et je les ai montrées à une nutritionniste. Lui, il a pu faire passer ça en note de frais. Pour analyser la composition et les effets de cette boisson. Bon, déjà, la promesse d'une boisson healthy est très clairement indiquée sur la canette. Sans citer directement Red Bull, la recette de la Ciao Energy est frontalement comparée à celle de sa principale concurrente. Moins de sucre, des arômes naturels et pas artificiels, ou encore de la caféine issue de grains de café et pas de synthèse. Mais tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on n'y connaît rien, eh bien moi si je vois ça, je me dis waouh, c'est génial, j'ai envie d'acheter. Elle, c'est Bénédicte Lepens et elle connaît très bien les boissons énergisantes. Elle-même consommatrice en tant qu'athlète de haut niveau, elle est également formatrice en nutrition. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des arômes naturels plutôt que des arômes artificiels? Eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, donc c'est quand même un atout. Alors ça, cette phrase-là de dire qu'il n'y a pas de perturbateurs endocriniens parce que c'est des produits d'origine naturelle, ça a fait réagir, et notamment ça a fait réagir une diététicienne, donc Violette Diète, dont vous parliez justement tout à l'heure. Elle dit what the fuck en fait, et ça a créé pas mal de réactions et ça a agacé un petit peu, voilà. Donc là, je suis pas en mesure de vous dire le vrai du faux à ce stade-là et tout, parce que j'ai remarqué ce commentaire-là juste avant le live, mais bon, voilà, ça a fait réagir. Puisque du coup, il y a moins d'effets néfastes évidemment sur l'organisme. Donc c'est un point fort. Sur la teneur en sucre, Ciao Energy fait moins, donc mieux que ses concurrentes principales. Mais avec un dosage de 4 grammes pour 100 ml, ça fait 10 grammes par canette, on se rapproche déjà de la consommation quotidienne recommandée par l'OMS, qui est de 25 grammes de sucre par jour pour un adulte. En plus, les boissons énergisantes sans sucre, ça existe, et ce qui donne le coup de boost vient principalement de la caféine. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a tout un sujet autour du sucre, qui en effet c'est de la merde. Mais il n'y a pas que ça qui est de la merde. Il y a aussi plein d'ingrédients que tu connais, genre la caféine. T'as de la caféine qui est faite chimiquement, et t'as de la caféine qui est extraite naturellement. La caféine issue de grains de café de la canette de Ciao Energy garantit une utilisation d'un produit non transformé, à la différence de la caféine de synthèse utilisée par ses concurrentes. Alors on a la caféine évidemment qui est dosée à 102 mg pour une canette donc de 330 ml, ce qui est légèrement supérieur. Alors
La canette, elle fait pas 330 millilitres, elle fait 250 millilitres. Là, il y a une petite imprécision. Supérieur à une canette de Red Bull. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on a à l'intérieur le guarana, qui est une source de caféine, hein, qui va dans la même direction physiologiquement que la caféine pure. Au final, selon Bénédicte Le Pense, Ciao Energy est une boisson énergisante assez basique, pas miraculeuse, pas mauvaise non plus, qui joue son rôle de... Dire que c'est pas mauvaise non plus, je trouve que le choix des mots, là, il est... Enfin, ça se discute, quoi. Pas mauvaise peut-être par rapport à d'autres, enfin moins mauvaise en tout cas. Coup de boost avec un dosage des ingrédients intelligents, ce sont ces mots. Cela dit, le Nutri-Score de Ciao Energy, que j'ai calculé car il n'est pas renseigné sur la canette, indique que cette boisson n'est pas bonne pour la santé. Et puis l'ANSES rappelle aussi que les boissons énergisantes peuvent avoir des effets néfastes sur la santé et que les personnes sensibles, comme les enfants par exemple, doivent éviter d'en consommer. Ces avertissements ne sont pas non plus visibles sur les... Alors si, l'avertissement pour les enfants, il est visible. Il est visible sur les canettes, pour le coup. Le marqué teneur élevé en caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitants. Voilà, donc ça, pour le coup, il est visible en tout petit, hein, mais il est visible et il est indiqué aussi sur le site. Les canettes de Ciao Energy, alors qu'elles sont promues par des créateurs de contenu aux audiences plutôt jeunes. Voilà, donc il y a cette vidéo-là. Il y a une autre vidéo que j'ai trouvée très intéressante. Désolé, j'enchaîne de vidéos, mais comme ça, vous avez plein de ressources de réflexion. En termes de positionnement marketing, pour Lena, pour moi, ça me semblait évident. Elle se montre très régulièrement en train de boire du Red Bull. On la voit même dans la vidéo d'Inox arriver à un tournage gigato parce qu'elle boit pas de café, elle a son Red Bull à la main. Donc en fait, ce qu'elle allait faire là-dedans, c'est dire, regardez, j'ai bu du Red Bull pendant des années, c'était pas bien, etc. Je l'ai mis en avant et tout, et voilà, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Là, j'ai co-créé un produit qui est moins pire que le Red Bull. Donc en vrai, pour moi, c'est totalement, c'est ultra logique. Il y avait le Coca aussi avant, quoi. Oui, en tant que consommatrice, mais là, elle joue tellement luxe et premium dans ses partenariats que je trouve que ça fait un peu grand écart. Peut-être, mais en tout cas, ce qui est assez marquant, c'est qu'elle n'a pas tant mis en avant que ça. Elle a accepté la copublication de la pub là qu'on a vue tout à l'heure. Mais sinon, je ne l'ai pas vu vraiment mettre ça en avant en story ou en post. Elle n'a pas vraiment fait de trucs dédiés. Donc, elle garde quand même une grille Instagram plutôt, comme tu dis, avec un standing luxe. Voilà. Mais je pense que ça n'empêchera pas de le mettre en avant dans ses vlogs d'août si elle en fait, dans ses vidéos, etc. Elle va juste la jouer un peu low-key. D'ailleurs, dans le documentaire, elle est moins visible que Inoxtag et Squeezie, qui eux ont l'air vraiment très portés sur le marketing et la mise en avant du produit. C'est le nouveau Refresha citron vert. Une autre vidéo. Alors, Geek and Fit, c'est un autre créateur de contenu qui se présente comme éducateur sportif et vulgarisateur scientifique. Je sais qu'il a fait une espèce de... pas de diplôme, mais d'un truc sur la diététique, mais il n'est pas nutritionniste à ma connaissance, ou en tout cas, je n'ai pas retrouvé de traces de ça. En tout cas, voilà, il se présente comme éducateur sportif et vulgarisateur scientifique, mais sa vidéo est quand même très intéressante, je trouve, et je voulais juste vous la montrer aussi pour, encore une fois, nourrir encore un peu plus vos réflexions. La nouvelle boisson énergisante de Squeezie Inox Helena est-elle parfaite comme ils le prétendent ? Que dit la science ? J'adore les projets entrepreneuriaux et je suis même consommateur du kombucha de Squeezie de façon occasionnelle. Avant tout parce que je kiffe le goût et aussi parce que c'est très faible en sucre. En revanche, c'est vraiment pas la même avec cette nouvelle gamme. Et il y a pour moi un certain malaise autour de la communication qui l'entoure si on regarde les choses d'un point de vue scientifique. Premièrement, la comparaison entre les deux types de sucre qu'on peut voir ici. C'est bien d'avoir baissé le contenu en sucre. Mais déjà, il en reste alors que les boissons énergisantes sans sucre existent. Quand on sait que l'OMS recommande environ 25 grammes par jour max et que là on est déjà à 10 grammes par canette, c'est pas rien. De plus, le sucre de canne n'a rien de meilleur que le sucre blanc pour la santé. Et non, ça ne contribue pas à un quelconque coup de boost, sauf éventuellement si on fait un effort sportif de haute intensité. Mais dans ce cas de figure, les boissons énergisantes comme celle-ci ne sont pas les plus adaptées, pour tout un tas de raisons digestives et notamment parce qu'elles sont gazeuses. Deuxièmement, dire arôme naturel, ça peut être trompeur. Pour donner un exemple, l'arôme naturel goût fraise, c'est généralement issu de copeaux de bois qu'on a fait fermenter avec de l'alcool. Alors oui, techniquement parlant, c'est naturel. Mais c'est peut-être pas ça à quoi on s'attend quand on lit arôme naturel. Troisièmement, que la caféine soit extraite de grains de café ou synthétique, on s'en fiche. Ça a strictement les mêmes effets sur la santé d'où que ça provienne. Et en termes d'éthique, si on décide de passer par l'extraction de grains de café, ça rajoute la contrainte de la traçabilité. Car il est malheureusement courant que l'exploitation du café soit faite dans des conditions proches de ce qu'on pourrait qualifier d'esclavage moderne. Ça, c'est un point, je trouve, qui a été souligné par personne et je trouve ça intéressant aussi de se questionner un petit peu là-dessus, quoi.
Quatrièmement, la stevia n'est pas meilleure pour la santé que des édulcorants dits artificiels. C'est une substance qui est même proportionnellement moins étudiée. D'ailleurs, les glycosides de stéviol sont extraits par des procédés chimiques. Ce ne sont pas des décoctions dans de l'eau chaude. En fait, ce qui est vraiment très limite avec cette communication, c'est qu'elle joue sur un procédé s'intitulant l'appel à la nature. Pourtant, la science a maintes fois démontré que naturel, ça veut pas nécessairement dire bon, et artificiel, mauvais. D'ailleurs, l'être humain ne s'est jamais mieux porté en termes de longévité en bonne santé que depuis qu'il s'éloigne de la nature. En exemple concret, si on prend cette boisson plus naturelle que les autres et qu'on la met dans le calculateur officiel du Nutri-Score, eh bien on trouve qu'elle fait moins bien que les boissons énergisantes sans sucre classiques. À mon avis, ils le savent très bien car ils n'ont pas choisi de l'afficher sur leur canette. Alors que les scientifiques français qui ont établi nos recommandations actuelles se battent en ce moment pour le rendre obligatoire. À la place, Ciao Energy a préféré marquer zéro bullshit. Mais ce qui m'embête par-dessus tout, c'est le manque de prévention. Pas une phrase dans la com sur les dangers potentiels. Alors qu'on ne peut pas nier que Squeezie, Lena et surtout Inox ont au moins une partie de leur communauté qui est très jeune. Or, les boissons énergisantes sont problématiques pour les mineurs. Certains pays vont carrément jusqu'à en interdire la vente à ces derniers. Lituanie, Lettonie, Pologne, et ça c'est sans compter sur le Royaume-Uni, la Suède ou la Norvège, où certaines enseignes ont pris l'initiative de faire de même. Du coup, non, la Ciao Energy ne peut pas être considérée comme la boisson énergisante parfaite. Si vous tenez vraiment à consommer des boissons énergisantes, mieux vaudrait partir sur des versions sans sucre comme celle-ci. Et je le rappelle, ça ne reste pas génial. On l'a fait. Voilà. Voilà ce qu'on dit Geek and Fit. Alors, donc le fait de dire personne ne fait mieux, c'est du bullshit. En fait, ça dépend de quel point de vue tu te places. Parce que, en fait, comme Squeezie et ses équipes considèrent qu'ils ont utilisé des éléments, des produits naturels, même si Geek and Fit dit que c'est pas un argument en soi. Eux, comme ils disent, on prend des produits naturels, on met pas, tu vois, de trucs synthétiques, etc. Et que effectivement, peut-être de ce point de vue-là, par rapport à d'autres boissons, genre Oli, etc. et tout, peut-être que ce point de vue-là, oui, ils peuvent arguer que personne ne fait ça. Néanmoins, après, voilà, visiblement, en termes de Nutri-Score, en termes de moins bon, meilleur pour la santé, etc., c'est peut-être plus complexe que ce qui est affirmé, quoi, et que c'est pas la boisson parfaite. En tout cas, la boisson énergisante parfaite. Voilà. J'ajouterais juste à ces éléments quelque chose d'un peu plus personnel, mais dont j'ai un peu parlé sur Instagram. Et je pense qu'on devrait aussi vachement creuser l'idée de pourquoi est-ce qu'on a besoin de boissons énergisantes. Peut-être parce que on se sent fatigué par le travail ou par les études, qui sont très exigeantes en termes d'objectifs, de productivité. Ça nous demande souvent de surperformer, de plus en plus en tout cas. Et je trouve qu'on ne discute pas assez des causes profondes qui ont amené à la création et au succès toujours plus grandissant de ces produits précis. On devrait plus s'interroger sur ce qui nous impacte au quotidien au point d'avoir besoin de consommer autant de sucre et de caféine pour tenir le rythme qu'on nous impose. Voilà, je pense que je vous ai partagé un maximum d'informations, en tout cas de ce que j'ai pu voir moi depuis ces derniers jours à propos de la Ciao Energy. À vous de voir si vous voulez en consommer ou pas. Moi, je buvais pas de boissons énergisantes, je boirais pas de Ciao Energy. Je terminerai juste en disant que, donc, effectivement, Squeezie, visiblement, il va continuer à faire grandir sa marque de boisson. Hein. Sa marque de boisson, c'est Ciao. Et il y a des déclinaisons. Il y a Ciao Kombucha, Ciao Energy. Visiblement, il va sortir un kombucha un peu de puriste et d'autres parfums de Ciao Energy, j'imagine. Et il a aussi déposé l'année dernière la marque Ciao Tea, donc le thé. Donc peut-être qu'il va lancer à un moment du thé aussi. Et c'est peut-être aussi pour empêcher qu'on lui vole cette marque-là, mais voilà, je pense que c'est à surveiller. Moi, en tout cas, je vais continuer à boire de l'eau. Juste, il y a eu un papier de l'AFP où Ciao Energy a répondu à l'AFP en disant Ciao Energy soutient n'avoir jamais été présenté comme une boisson healthy. Voilà, bon là on joue peut-être un peu sur les mots. Effectivement, il se présente pas comme healthy, mais il se présente comme la boisson parfaite. Donc bon. Et il dit s'adresser aux consommateurs existants de boissons énergisantes, donc comme l'a dit Squeezie, en quête d'une formulation plus responsable, tout en déconseillant aux enfants et femmes enceintes. Voilà. C'est un bout de réponse un petit peu. C'est un bout de réponse, on va dire, sur de la part de Ciao Energy à propos des critiques qu'il peut y avoir là-dessus. Donc, pour terminer ce petit live, Widow's Bay, série qui est disponible sur Apple TV, série de comédie horrifique dont je vous ai déjà parlé, et j'ai hâte du dernier épisode, mais effectivement, Eliška, je suis ravi que ça te plaise. J'ai trop hâte du dernier épisode, c'est toujours aussi bien. Il y a des épisodes que vraiment, je trouve sont vraiment marquants. Ça fait, je pense,
déjà partie des meilleures séries de l'année. Une autre série que je suis en train de remater, c'est Halt and Catch Fire, qui est une série qui est difficile à trouver, légalement, on va dire, mais qui peut se trouver. Ça raconte un peu l'épopée dans les années 80 au début de geeks qui, dans la première saison en tout cas, veulent créer leur propre ordinateur portable. Et c'est trop bien, ça se passe au Texas, etc. Et les personnages sont tous à la fois des fois détestables, mais en même temps ultra cool. Vraiment une des meilleures séries que j'ai jamais vues et une des séries dont les gens parlent le moins. Je trouve ça délirant, c'est génial. Ça m'a donné même une idée de projet, de, un peu techos avec mon Minitel. J'ai trouvé quoi faire avec mon Minitel. Faut juste que je regarde comment faire et tout, mais si j'y arrive, je serais trop content. Je voulais aussi vous parler de Pocopia. J'ai enfin commencé à jouer à Pocopia et je trouve ça génial. Je suis à fond. J'ai joué un petit peu avant le live, je vais jouer après, avant de me mettre au montage du replay. Et en fait, ce que j'adore dans Pocopia, c'est vraiment toute la dimension d'écosystème à recréer, de mettre bien les Pokémon, de faire en sorte de recréer un écosystème sain pour toutes ces petites bestioles-là. Je trouve qu'il y a une dimension écologiste qui est trop intéressante. J'ai un copain qui m'a envoyé une vidéo où c'est une biologiste qui avait recréé des écosystèmes en fonction des types de Pokémon, mais en appliquant un petit peu ses connaissances des milieux naturels. Je trouve ça trop bien. Bah, moi, c'est un peu ça. Les meufs qui font les desks, comment ils appellent ça, les desks, j'ai oublié le terme, mais il y a toutes ces trends-là, effectivement, qui prennent des trucs de genre Polly Pocket, des fois et tout. Moi, je vais faire ça avec le Minitel, mais bref, j'en reparlerai peut-être si j'y arrive. Et ouais, Pocopia, j'ai trop hâte de lire ou de voir des vidéos sur l'approche un peu écologiste du jeu. En tout cas, je suis trop à fond dedans. Et 2 chaînes YouTube à suivre, mais que vous connaissez peut-être déjà, évidemment, Sabine. Là, c'est sur mon compte de chaîne, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de marqué de visionnage, je précise, je regarde les vidéos. Elle fait beaucoup de vidéos sur la tech, le numérique, les arnaques en ligne, etc. Enfin, super chaîne, vraiment, qui mérite beaucoup plus que 100 000 abonnés, même si c'est déjà énorme. Et une autre chaîne, plus tournée SM, et qui parle aussi beaucoup de culture populaire, de la Gen Z, de la Gen Alpha, enfin de ce qui arrive sur Internet, des nouvelles trends. Ça parle aussi de médias, etc. Elle s'appelle Mina Lee, je le prononce à l'anglaise. Et trop cool chaîne aussi. Vraiment plein de bonnes réflexions pertinentes, documentées et tout, sur tout un tas de sujets. Notamment si vous voulez vous tenir un peu plus au courant des trends et des mouvements de culture populaire qui émergent côté plutôt anglo-saxon, aux États-Unis en l'occurrence. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. J'écoute le dernier album de Boards of Canada que je découvre avec cet album-là, et j'ai écouté le reste aussi, j'aime beaucoup. Si vous prenez le train, si vous allez en balade en nature, mettez-vous Boards of Canada en fond. Ou non, si vous baladez en nature, juste écoutez la nature. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous. Et puis, j'ai envie de dire, buvez de l'eau, quoi. J'adore.